Je me retrouve toute seule à payer tous ces crédits. Donc, il me reste 10 000 euros à payer à l'heure actuelle. J'ai pas envie qu'ils sentent ça, qu'ils disent mais attends, papa en fait t'es un tocard. C'est un père qui, pour s'en sortir, va emprunter à des voyous. C'est compliqué de se lancer, ouais. Tu dois de l'argent à des gens, à des banques, c'est ça? À des banques et des particuliers. Je suis tellement content que tu sois venu, parce qu'au-delà de ton émotion aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir t'aider. Merci. C'est que le début. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Mathias Bacchino, le directeur Europe de Trade Republic, la banque. Vous avez été très nombreux à regarder les 2 premiers passages de Mathias et à demander à ce qu'il revienne pour faire autre chose. On a réfléchi et on a proposé à plusieurs, certains d'entre vous, via les réseaux, via Instagram notamment, on a fait des stories. Vous étiez nombreux à venir et à proposer vos candidatures pour passer ici sur le plateau. Donc on va prendre Mathias Bacchino, directeur Europe de Trade Republic, 3 d'entre vous qui avaient soit des problèmes financiers, soit qui allaient toucher un héritage bientôt, etc., pour essayer de voir ce qui est le plus intelligent sur des cas pratiques sur lesquels vous allez peut-être d'ailleurs et dans lesquels vous allez peut-être vous retrouver. Donc c'est parti avec Mathias Bacchino et 3 d'entre vous sur Légende, on y va. Mathias Bacchino, de retour sur Legend. J'ai écrit « Prenez votre argent en main » et aujourd'hui, on continue de vous aider à avoir moins peur de l'argent. Eh ben, bienvenue Mathias. Et 3e émission qu'on fait ensemble, on commence à bien se connaître, ça fait plaisir. On savait pas qu'on en ferait trop au début. Bah non, c'est marrant, ouais. C'est exactement ce que tu dis dans le livre d'ailleurs. Je suis très content si vous arrivez, si vous découvrez Mathias. On a fait 2 autres émissions avant, vous avez été très nombreux à nous demander à chaque fois de réinviter Mathias, c'était très intéressant. Parce que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude déjà d'entendre parler dans les émissions, de voir. On a une petite connaissance, en tout cas pour ma part, pour l'équipe, on en parlait, de l'éducation financière, savoir comment placer son argent sans faire de bêtises. Ou alors, ceux qui donnent des conseils financiers, c'est des influenceurs parfois un peu glauques, tu sais pas trop, dans d'autres pays, machin, etc. Là, c'est quelqu'un de confiance. Je suis même allé lui rendre visite, pour tout vous dire, à Berlin, voir au siège de la banque, voir l'énorme bâtiment et tous les gens qui travaillent, etc. Voilà. On s'est vu depuis. Je suis très content, tu as écrit un livre grâce à l'émission. C'est grâce à vous, très directement, puisqu'il y a donc Florian chez Michel Lafon qui m'a écrit, je dirais 2 semaines après la sortie de la première vidéo. Donc ça fait 6 mois qu'on est dessus. Et c'est directement grâce à Legend, ouais, ça c'est clair. Et c'est aussi parce que ça a été un assez gros effort pour moi de l'écrire, parce que en parallèle de mon boulot, c'est pas évident. C'est aussi les gens. Grâce à Legend, qui m'ont envoyé des dizaines de milliers de messages depuis le début de l'année et qui m'ont donné envie de leur parler sur ce format-là, d'un livre. Le livre, ça permet de se poser, ça permet vraiment de se demander qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce que j'avais envie de dire aux gens, en fait. Il s'appelle « Prenez votre argent en main », c'est chez Michel Lafon. Je vous mets le lien cliquable sous la vidéo si vous nous suivez sur YouTube et si vous nous écoutez en podcast audio. Je le mets dans la description des podcasts Spotify, Deezer et Apple Podcast. Merci de faire de Légende encore pour les podcasts de France au jour du tournage. Merci beaucoup. On va faire une émission un peu particulière aujourd'hui. On va pas la faire comme d'habitude. On va pas parler qu'à 2. On va faire venir 3 personnes. Ouais. Tu m'as proposé ça. On avait réfléchi à comment aider encore plus concrètement certaines personnes dans leur éducation financière, à les aider, à les accompagner. Et on a fait des appels sur Instagram, tu sais. On a demandé à vous tous, si jamais si vous aviez besoin d'argent, si vous aviez des problèmes d'argent, si vous aviez des problèmes de gestion, ou alors si vous aviez de l'argent mais vous ne saviez pas comment le gérer ou le mettre, quoi en faire. On a 3 profils très différents qui viendront s'asseoir à côté de toi. On va faire leur budget rapidement. Ils vont dire combien ils gagnent, combien ils ont comme coût fixe, incompressible, ce qu'ils peuvent aussi s'autoriser chaque mois, etc. Et tu vas leur proposer des solutions de manière bienveillante, sans rien avoir à gagner. Ça fait du bien de voir un peu, et comme ça, vous pourrez peut-être vous projeter dans un des 3 profils qu'on va recevoir aujourd'hui. Et après, tu vas les accompagner, tu disais, avec peut-être des gens. C'est pas juste leur donner un conseil et dire au revoir après l'émission. Non, on va pas les lâcher. Pour moi, c'est un grand moment, parce que ça fait 10 ans que j'attends ce moment. C'est par l'exemple, c'est en parlant qu'on réussira collectivement à briser le tabou de l'argent, parce que le tabou de l'argent aujourd'hui, il fait 1 Français sur 2 malheureux à peu près. C'est-à-dire qu'il y a 1 Français sur 2 qui n'arrive pas à parler d'argent. C'est le 2e sujet le plus sensible pour les gens après la sexualité. C'est le 2e sujet pour les Français le plus difficile à aborder. Pourtant... C'est très français, pardon? Alors, c'est très catholique, c'est très européen. C'est moins le cas dans les sociétés protestantes. C'est principalement lié à la religion qui a impacté la culture en Europe de l'Ouest.
et qui fait que l'argent a été pendant longtemps perçu comme quelque chose de par essence mauvais. Alors que chez les protestants, c'est pas de la réussite matérielle et pas du tout perçu comme quelque chose de mauvais. Donc c'est un point de vue culturel, historique, mais qui nous empêche aujourd'hui d'agir. Et ça, c'est un problème. Parce qu'on n'a plus, on le sait tous, je crois, ou de plus en plus, on en a conscience en tout cas, si on ne le sait pas, on le ressent. On a tous compris que là, avec le vieillissement de la population, avec l'endettement des États, il fallait sans doute se prendre un petit peu en main. Et ce livre, c'est un encouragement. Donc, pouvoir, par l'exemple, montrer aux gens, grâce au témoignage des auditeurs de Légende qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est, à mon avis, très fort. Parce que l'argent, c'est avant tout un problème émotionnel pour les gens. Le côté rationnel, intellectuel, la théorie, en fait, c'est assez simple. On va en parler. 3 personnes, Séverine, Thibaut, Annabelle, qui vont rentrer en plateau. On va juste parler un petit peu avant de 2-3 sujets. Je voulais dire que je l'ai montré aux 3 personnes qui vont venir. Moi, je m'y suis mis pour de vrai et je te l'ai montré tout à l'heure. Je me suis fait un plan d'épargne, j'ai montré à 90 € par mois et je le fais vraiment personnellement. Je sais que dans l'équipe, il y en a plusieurs qui l'ont fait, qui t'ont même posé des questions quand tu es arrivé. Ouais, je veux le faire, etc. Hein. Et c'est assez agréable. Moi, je regarde tous les matins. Tu conseilles parfois de ne pas le faire. Putain, mais j'ai mis un peu de bitcoin. Tu sais, c'est parfois 20 €, genre 30 € par-ci, 30 € par-là. Et c'est assez agréable et jouissif, je trouve, de regarder le matin et de voir les chiffres qui montent en fonction de ce qui se passe sur Terre, des élections politiques de gros pays dans le monde. Hop, tu vois qu'il y a une modification et c'est assez agréable. Il y a 2 remarques. La première, c'est que investir, c'est ce que tu fais là avec l'application, c'est aussi mieux comprendre le monde. Parce que quand on investit, on s'intéresse, on essaye de comprendre comment faire, etc. Donc avoir cette curiosité-là, ça permet de mieux comprendre le monde et après de l'impacter. Ensuite, il y a le truc très bien que tu fais, c'est que tu commences, tu essayes avec du vrai argent et des petites sommes au début. Et ça, c'est la seule manière d'entraîner ses émotions. De la même manière que quand on se remet à faire du sport, par exemple, on commence doucement pour ne pas se faire un claquage. Avec l'argent, c'est pareil. Toi, tu n'es pas un expert en Bitcoin, tu es un expert général, on va dire, sur la banque. Mais tu t'y connais quand même, je peux te poser des petites questions dessus ou pas? Un petit peu, oui, bien sûr. bien sûr. Il y a eu l'élection de Trump, oui. Il y a eu une explosion des cryptos. Alors, je ne suis pas du tout un expert, et pour tout te dire, ça m'énerve un peu d'entendre parler de crypto. Il y a un truc qui me dégoûte un peu. Non, mais parce que j'ai toujours l'impression que c'est des arnaqueurs qui parlent de crypto. Sur les réseaux, pas que, attention, je dis pas, mais il y a plein de mecs, parfois, tu sens que c'est un peu des mecs lugubres qui font leur crypto-monnaie. Il y a eu plein d'arnaques, et du coup, il y a un côté un peu répulsif. Je parle pas du Bitcoin, je parle des cryptos un peu, voilà. Et j'ai vu plein d'influenceurs, de TRT, des trucs et tout, et ça m'a fait un peu peur, et je pense que ça a fait peur à beaucoup de gens aussi. Bien sûr. Mais le Bitcoin, donc on va dire que c'est le plus stable avec l'Ethereum, non, enfin pas le plus stable, mais les plus grosses crypto-monnaies. Populaire. Le Bitcoin, c'est surtout la première et la plus grosse. Donc c'est surtout une technologie particulière. Le Bitcoin est une technologie qui est indissociable de la blockchain, en fait. Donc il y a le Bitcoin et les autres, quand même. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Ensuite, c'est une nouvelle classe d'actifs. C'est-à-dire ça fait à peu près 15 ans que ça existe. À l'échelle de l'humanité, 15 ans, c'est très peu. Donc on a très peu de recul dessus, et on a surtout très peu de réglementation dessus. Donc il y a pu y avoir, le temps que la réglementation se mette en place, des abus, évidemment, assez larges. C'est le western au début. C'était le Far West, indiscutablement. Donc on est sur un actif, le Bitcoin, qui a une croissance délirante. C'est, grosso modo, ces 10 dernières années, ça fait 60% par an en moyenne, quoi. Donc c'est pour quelqu'un qui aurait investi progressivement dedans. Donc c'est une croissance complètement dingue. Ce qui est certain, c'est que les institutions mondiales s'en sont saisies. Donc le Bitcoin aujourd'hui, contrairement aux autres crypto-monnaies, n'est plus considéré comme un actif complètement délirant, complètement nouveau. Oui, il y a de gros chefs d'entreprise qui sont... Lui, il y a des millions de gens qui possèdent du Bitcoin. Il y a les plus grandes entreprises financières du monde qui achètent du Bitcoin. Et la grande nouvelle, je dirais, de ces dernières semaines, c'est que Donald Trump a annoncé pendant sa campagne qu'il avait l'intention de constituer une réserve stratégique en Bitcoin pour les États-Unis. Ce que fait par exemple un petit pays comme le Salvador, qui a rendu le Bitcoin et qui a acheté beaucoup de Bitcoin et qui a aujourd'hui atteint son indépendance financière. C'est-à-dire que grâce à ça, donc c'est très étonnant. Il y a des choses complètement étonnantes qui se passent. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire. Là, le Bitcoin, il est poussé parce que tout le monde pense que les États-Unis
vont se mettre à en acheter. Comme le Bitcoin, c'est un truc qui est assis. C'est la raison pour laquelle le Bitcoin a de la valeur, c'est parce que les gens pensent que le Bitcoin a de la valeur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le Bitcoin a de la valeur. De la même manière, d'ailleurs, que l'or, les gens considèrent que ça a de la valeur, et donc ça a de la valeur, parce que les gens le considèrent. Là, on nous dit, il y a la première puissance économique mondiale qui va se mettre à en acheter. Donc ce qui se passe, c'est que tout le monde anticipe ça, et le Bitcoin est en train d'arriver, si ce n'est pas en ce moment même, là, à l'heure où on se parle, à 100 000 $, ce qui est à peine croyable. Mais est-ce qu'il faut en acheter maintenant? C'est quoi ton conseil? Je me suis dit, je te le demanderai, mais quand le moment, en général, quand quelque chose monte, est-ce que c'est pas trop tard? Alors, il vaut toujours mieux acheter un truc... pas le pigeon? Moi, je pars d'un principe simple, c'est qu'il vaut toujours mieux acheter un truc qui monte qu'un truc qui baisse, de manière générale. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible de temps en temps d'acheter un truc qui baisse au bon moment, mais c'est très difficile. Donc, est-ce que la question c'est, est-ce que maintenant, avec un Bitcoin à 100 000 $, il faut prendre toute son épargne et tout mettre sur le Bitcoin, ou faire un crédit pour acheter du Bitcoin? La réponse est non. Est-ce que ça fait du sens d'investir à long terme dans du Bitcoin des petites sommes tous les mois? Je vois rien qui s'y oppose. Surtout que quand tu fais des petites sommes tous les mois, ce qu'on appelle le DCA, j'en ai parlé dans la première émission, ben, tu prends beaucoup moins de risques. Donc, est-ce que le Bitcoin est un actif financier qui a vocation à monter fort dans les années qui viennent? À l'heure actuelle, oui, c'est ce qu'on observe. Est-ce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain avec une régulation, un changement de président aux États-Unis, une interdiction en Europe ou Dieu sait quoi? Bien sûr. Donc, c'est être capable d'aller chercher la performance du Bitcoin en investissant un petit peu tous les mois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, la plupart des gérants de portefeuille te disent de mettre peut-être 3%, 5% de ton épargne en crypto. Pourquoi pas? Quand c'est 3% ou 5% de ton épargne, évidemment, c'est pas un très grand risque que tu prends. Oui, c'est vraiment en plus, quoi. Donc, pour l'instant, moi, je vois rien qui me laisse penser que le Bitcoin ne va pas continuer à monter, surtout si les États-Unis, en tant que gouvernement, se mettent à en acheter. Tout dépend du nombre d'acheteurs qu'il y aura. Donc, plus le Bitcoin sera populaire, plus le Bitcoin continuera à monter. Depuis quelques mois, il y a un phénomène vers le Luxembourg. C'est pas d'aujourd'hui, en réalité, mais ça s'est accentué, là. Bien sûr. Un départ de beaucoup de gens qui ont une grosse fortune au Luxembourg. Tu en entends parler dans le milieu des banques? Bah, bien sûr, ouais. En fait, c'est une autre inégalité. En fait, l'intention peut être bonne. On peut vouloir augmenter les impôts pour faire un système plus équitable. Mais la vérité, c'est que quand on augmente les impôts, il y a ceux qui ont les moyens de faire de l'optimisation fiscale et ceux qui n'ont pas les moyens de le faire. Et donc, les riches qui ont peur depuis la dissolution de l'Assemblée nationale dans notre pays ont été très nombreux à ouvrir des assurances-vie luxembourgeoises depuis le mois de juillet. C'est une réalité. Il est évident que ça pose plein de questions auxquelles je n'ai pas la réponse. Hein. Ça pose des questions morales, ça pose plein de questions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas les en empêcher. Donc, le message que je veux faire passer si jamais des députés, des gouvernants nous écoutent, c'est que l'impôt sur les investissements, c'est ce qu'on appelle en France la flat tax, tu sais, c'est 30% d'impôt pour tout le monde sur tes investissements, sur ce que tu gagnes avec tes investissements. On appelle ça la flat tax. C'est 30% en France, et c'est 30% depuis 2018. Donc le taux d'imposition sur les gains que les gens font en investissant est resté le même, 30%, depuis 2018. C'est hyper stable, c'est rare. D'habitude, les gouvernants, ils changent les taux d'imposition régulièrement. Non, c'est clair. Là, c'est resté stable. Pendant cette période, cet impôt-là, qui est resté stable, entre 2018 et maintenant, aujourd'hui, il rapporte 2 fois plus à l'État. 2 fois plus. Et on est passé de 3, en gros de 3,5 à 7 milliards d'euros. C'est ce que cet impôt rapporte. Donc en fait, un impôt dont on dit « Ah, il n'a pas augmenté alors que c'est un impôt sur les plus-values d'investissement », en fait, aujourd'hui, parce qu'il est resté stable, les gens ont eu confiance dans le fait qu'ils pouvaient investir, ils se sont mis à investir. Aujourd'hui, ça rapporte 2 fois plus à l'État français, sans augmenter le taux. Demain, tu augmentes le taux d'impôt, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont arrêter. C'est inévitable. Donc, c'est ce que j'essaye aussi d'apporter avec le livre, c'est-à-dire de dire, l'argent, c'est avant tout des émotions, c'est des réactions humaines, c'est des réactions naturelles, et c'est ça qu'il faut qu'on éduque tous ensemble. Ça commence par en parler, qu'il n'y ait pas de tabou, pour que, petit à petit, on soit moins seul face à l'argent, et qu'on puisse mieux s'en saisir. Et par ailleurs, des gens qui sont éduqués financièrement, je ne parle pas de passer un master, mais les gens qui connaissent les grands concepts de l'argent,
ils écoutent moins les populistes, et en particulier les bêtises économiques qu'on entend parfois ici et là. On va faire rentrer Séverine dans un instant, maman célibataire, 40 ans, 2 enfants, coordinatrice de chambre mortuaire, qui va nous expliquer, elle a plus 1 euro à la fin du mois, elle va nous expliquer son calcul et comment on peut améliorer, tu vas donner des conseils. Thibaut, qui est papa aussi d'un enfant de 8 ans divorcé, qui est au chômage et qui est super sympa aussi, en plus qui est adorable. Ils sont montés, ils sont tous venus de très loin en France, vraiment, il n'y en a pas un qui était à côté. Ils ont un courage incroyable. Hein. Et Annabelle, 28 ans, on va retrouver, qui va malheureusement toucher un héritage et qui ne sait pas comment gérer aussi. Donc, c'est 3 profils très, très différents. On va les accueillir sur le plateau dans quelques secondes. Juste avant, dernière chose. Dans le livre, tu dis un truc assez intéressant. Alors, je l'ai recopié sur une fiche pour que ça soit plus simple, mais tu donnes les 10 questions à poser à votre banquier. C'est assez marrant. Ouais. Je vais les poser, je vais les lire et tu vas les expliquer si tu veux bien. Okay. Première question, il y en a 10, les 10 questions à poser à votre banquier. En fait, c'est des questions de personnes averties où tu sais que tu vas les désarçonner. C'est marrant parce que tu sais que tu vas être mal à l'aise ton banquier avec ces questions. C'est des questions qui permettent aux gens d'être... et puis de se sentir légitimes. En fait, il y a un témoignage qui m'a beaucoup touché, que j'ai eu ces dernières semaines. C'est des gens qui viennent me parler dans la rue. Là, en l'occurrence, c'était à l'aéroport. Et qui me disent, et une jeune femme, je me rappelle très bien, qui me dit « Tu es le seul à parler de ça aux gens comme nous. » Et sur le moment, ça m'a choqué, parce qu'en fait, je me dis « Mais attends, les gens comme nous, c'est moi, en fait. » Donc, ce sentiment de « Je suis pas légitime. Les gens comme nous, on n'a pas le droit d'être en contrôle de notre argent. » Ben moi, je dis, ça, c'est vraiment des conneries. C'est du passé, avec les réseaux sociaux, avec la formation qu'on est tous en train de se passer, avec la grande blockchain humaine de l'éducation financière à laquelle les jeunes contribuent, ben ça, c'est en train de changer. Et donc, se sentir légitime, ça commence par oser. Et en général, la toute première étape, c'est pour ça que j'en parle dans le livre, c'est d'oser poser une question à son banquier. Parce que le témoignage majoritaire que je reçois, c'est j'ai fait semblant d'avoir compris. Ah, waouh! Les gens, ils font semblant d'avoir compris parce qu'ils n'ont pas envie... T'as pas envie de passer pour un con. C'est une émotion vachement négative. Tu te sens pas légitime et tout. Donc, tu fais ça. Tu dis, ah, ouais, pas de problème. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi chez les avocats. Mais tu sais, parfois, ils te parlent avec des mots, tu fais, oui, bien sûr. Mais on l'a tous fait. En fait, dans ta tête, tu dis, attends, ça veut dire quoi, ça? Mais ça m'est déjà même arrivé de prendre mon téléphone et de regarder une définition du mot. Et je veux dire un truc grâce à la légende. Je veux le dire aux gens. Vraiment. Si t'as pas compris, c'est pas de ta faute. Si t'as pas compris, c'est parce qu'on t'a mal expliqué. Celui qui devrait avoir honte, c'est celui qui t'a mal expliqué. Si t'as pas compris une proposition, quelque chose, un conseil, n'importe quoi, que ton banquier, ton conseiller te donne, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est de la faute de celui qui te l'explique. Donc, ces questions, elles sont évidemment un peu polémiques. Je veux insister sur quelque chose parce que c'est important personnellement pour moi. Ce que je fais là avec ce livre, de challenger, de venir un peu apporter de contradiction aux banques traditionnelles, c'est pas une attaque contre les banquiers d'agence. C'est pas une attaque contre les salariés des banques. D'accord ? Je les connais, pour beaucoup, ce sont des amis. C'est un système global que je veux contribuer à changer parce que si la population est un peu plus forte dans sa manière de répondre, de réagir, d'accepter ou non, et de dire non aussi parfois à un banquier, je crois que dans l'ensemble, c'est à peu près 200 milliards d'euros qu'on peut rendre aux Français chaque année, en l'occurrence cette année. Tu vas pas te faire que des amis avec ça. Parce que là tu sais que j'ai même envie de prendre ma fiche et d'aller à la banque et de poser des questions. Tu sais, pour voir un peu. Non, mais c'est intéressant. Première question, sur les 10 questions à poser à votre banquier. Combien l'inflation m'a-t-elle coûté de pouvoir d'achat l'an dernier et cette année? Quelle solution proposez-vous pour éviter cette perte? C'est-à-dire comment vous allez rééquilibrer finalement l'inflation de l'année dernière, quoi? L'inflation, c'est inévitable. C'est un truc qui existe parce que l'humanité se développe, l'inflation est là. Donc la question, c'est pas de savoir comment on peut éviter l'inflation. La question, c'est comment on peut lutter contre. Parce que l'inflation, cette année, enfin, sur 2023, sur l'année entière 2023, ça coûte 55 milliards d'euros aux gens en France. Et 55 milliards d'euros, tu divises par plus de 30 millions de foyers, voilà, ça fait des sommes énormes. On parle de milliers d'euros pour chaque foyer. En ce moment en particulier, c'est très élevé. Donc,
les gens ne sont pas conscients parce que c'est pas de l'argent qui sort, c'est juste du pouvoir d'achat qui disparaît. C'est-à-dire, tu peux acheter moins de trucs qu'avant avec le même argent. Et ça, on n'a jamais appris aux gens à lutter contre, à part, évidemment, aux gens déjà aisés qui, eux, laissent jamais du cash dormir sur un compte face à l'inflation. Donc, moi, ce que j'essaye, c'est de diffuser ça à tout le monde. Des solutions, il y en a plein de différentes, mais qui permettent de lutter contre l'inflation. Sur Trade Republic, c'est un truc qui est assez agréable, c'est que quand on met de l'argent sur un compte courant, vous mettez 1 000 €, par exemple, vous allez avoir 3,25% qui, à la fin, même c'est quasiment tous les jours mis à jour. Donc tu sais, tiens, tu as gagné 3 €, là, tu as gagné... En fait, au lieu que l'argent dorme, ou alors il faut placer l'argent pour avoir des pourcentages, etc., là, c'est sur le compte courant. C'est la différence avec ma banque que j'avais toutes les autres banques d'Europe. Que j'ai toujours à côté, mais j'ai les deux maintenant. Et sur Trade Republic, quand tu payes ta carte bleue, avec la carte Trade Republic, tu as 1% qui revient en safe-back sur une action. Donc, par exemple, tu achètes une action Apple, tu vas payer un restaurant. Un jour, tu as invité tes parents et tout, tu as pour 100 €. Tu as 1 € de mis sur une action en plus, qui vont peut-être être 3 € à la fin de l'année. Mais tu dépenses, ça épargne. Tu laisses ton argent dormir, ça rapporte. Et en fait, c'est tu sais, on appelle ça un OS, un operating system. Comme on a un OS sur son téléphone pour faire marcher son téléphone, ou Windows sur son ordinateur. Mais nous, on a construit une plateforme bancaire dont le seul objectif, c'est de faire grossir ton argent. C'est le seul objectif. On essaye de tout mettre en œuvre pour que ton argent grossisse. Et en ça, c'est un angle assez nouveau. Et c'est lié à 2 problèmes majeurs, le vieillissement de la population et l'endettement des États. Deuxième question, que fait la banque de l'argent qui dort sur mon compte courant? À quoi sert-il? Qu'est-ce qu'ils font de l'argent, en fait, que tu mets... Pour moi, je pensais qu'ils faisaient rien avec. Alors, les banques font le métier le principe d'une banque, c'est de jamais laisser de l'argent dormir. C'est-à-dire, il faut que l'argent, soit il serve à financer des entreprises, c'est très important, soit il sert à financer des particuliers, des crédits immobiliers, des choses comme ça, soit il sert à gagner de l'argent pour la banque. D'accord? Donc l'argent, il dort jamais. L'argent, il travaille en permanence. Les banques qui font du crédit immobilier, qui font du crédit aux entreprises, elles sont obligées, pour être sûres, parce que parfois elles ne sont pas remboursées par ceux à qui elles ont prêté, elles sont obligées d'avoir beaucoup d'argent de côté, ce qu'on appelle des capitaux propres, pour être sûres de pouvoir toujours être costaud. Une banque, ça ne peut pas faire faillite. En tout cas, il ne faut vraiment pas que ça fasse faillite. C'est trop important, il y a trop d'enjeux derrière. Donc les banques, elles équilibrent ça. Elles équilibrent entre ce qu'elles donnent aux gens, les intérêts qu'elles donnent aux gens, ce qu'elles doivent garder pour elles-mêmes pour être bien solides, et l'argent qu'elles prêtent pour financer l'économie. Elles font tout ça, les banques. Et moi, ce que je dis, et ce que dit Trade Republic, et ce que disent beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que pendant très longtemps, dans l'équilibre global, les particuliers, c'était peut-être pas la priorité. Il y avait même une loi en France, jusqu'au début des années 2000, qui interdisait aux banques de verser des intérêts aux gens sur un compte courant. C'est à peine croyable. Et il y a une interview d'un grand banquier au début des années 2000, donc on parle de ça il y a 25 ans, qui a dit, quand cette loi a été annulée, quand il a été de nouveau possible pour les banques de verser des intérêts sur les comptes courants, il y a un grand banquier qui a dit, dans une interview presse, pour l'instant, on ne va rien donner et on verra ce que demandent les clients. C'est une vraie interview presse qu'on peut retrouver, il y a 25 ans. Sauf que comme les gens ne savent pas qu'ils peuvent obtenir des intérêts de la Banque Centrale Européenne, ils ne le demandent pas à leur banque. Comme ils ne le demandent pas à leur banque, on ne peut pas en vouloir aller aux banques, elles ne font rien. Donc, l'enjeu, c'est comment les banques peuvent se moderniser pour être plus efficaces et pouvoir redonner un peu plus aux gens. Et si on va voir son banquier et qu'on lui dit comment je peux lutter contre l'inflation, comment je peux avoir plus d'intérêt sur mon compte courant, je crois que si des milliers de gens font ça, peut-être même des centaines de milliers de gens, ça va faire changer les banques de l'intérieur. Et cette troisième question, c'était pourquoi mon compte courant n'est pas rémunéré au taux de la Banque Centrale Européenne. C'était au cas où il n'ait pas bien compris. On va en faire une petite dernière, et puis après on va passer aux 3 invités. On reviendra après sur les 10 questions à poser à votre banquier. Pouvez-vous me dire combien de frais j'ai payé en euros et pourquoi pour chaque compte ou produit d'épargne que j'ai chez vous? Je sais que vous envoyez un récapitulatif annuel, mais j'aimerais quand même en parler avec vous. Je ne sais même pas, moi, en fait, combien ils prennent en vrai. Personne ne sait. Personne ne sait. Donc ça, j'en parle dans le livre. C'est un enjeu colossal, parce qu'en France, c'est à peu près, sur 2023, c'est 95 milliards d'euros de frais. Je ne sais pas si t'imagines. C'est énorme, quoi. 95 milliards, c'est le budget c'est les plus grands ministères, c'est le budget d'un ministère. Enfin, c'est énorme, si tu veux, 95 milliards d'euros. Donc,
c'est les frais qui sont pris sur l'épargne, qui sont pris sur les frais bancaires. C'est 300 € à peu près par personne par an, les frais bancaires tout simples. Sur l'épargne, ça dépend de combien tu as en épargne, évidemment, mais c'est en général entre 1,5 et 2%, ce qui est monstrueux. C'est-à-dire, c'est ça que j'essaye de changer avec le livre. Et c'est pour ça que la question, c'est en euros. Combien j'ai payé de frais en euros? Parce que personne ne sait que si tu places 1 000 € à 2% de frais, au bout de 20 ans, tu as payé 1 000 € de frais. Voilà. C'est ça que je veux. Je veux que les gens puissent lutter efficacement et avoir confiance, avoir la légitimité de dire le jargon et les pourcentages, stop en fait. Le jargon et les pourcentages, c'est terminé. Parlez-moi avec des mots que je comprends. Quoi. Exactement. Le jargon et les pourcentages, c'est une manière, c'est pas volontaire, c'est pas un complot, il n'y a pas des méchants banquiers dans une salle en train de se marrer à propos des gens, d'accord? C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que naturellement, parce que quand tu es formé à ça en tant que banquier de réseau, bah, tu vas utiliser le jargon parce qu'on t'a formé à ça. C'est pas fait exprès, si tu veux. C'est juste que le jargon et les pourcentages, ça empêche une vaste majorité de Françaises et de Français de vraiment comprendre. Et quand on comprend pas, on fait ça. Et l'autruche, c'est un très bel animal, mais faire l'autruche pour son argent, ça marche pas. Donc voilà, c'est ce que j'essaye d'apporter avec ce livre. Un peu de simplicité, un peu de réhumaniser l'argent aussi, parce que l'argent, c'est un outil au service du développement humain. Une petite dernière, comme ça, on aura fait la moitié. Là, c'est plus technique, mais c'est important. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, mais vous leur sortez ça et vous voyez un peu la réponse. Pourquoi vous me proposez ces fonds-là? Si jamais vous voulez investir, vous avez, je sais pas, 5 000 €, vous vous dites, tiens, je voudrais les placer, etc. Pourquoi vous me proposez ces fonds-là? Quelles ont été leurs performances nettes de frais depuis 5, 10 et 20 ans par rapport au CAC 40, dividendes réinvestis, ou au CNP, S&P Standard 500. & Poor's, c'est une entreprise. Voilà. C'est-à-dire que c'est pour voir un peu ce qu'ils te proposent et combien ça rapportait réellement, quoi. Donc, l'outil d'épargne préféré des Français, c'est l'assurance vie, parce qu'on leur a dit que c'était bien l'assurance vie. L'assurance vie, c'est bien quand tu as beaucoup d'argent et que tu veux transmettre à tes enfants. Là, c'est très bien. Fiscalement, c'est impeccable pour transmettre. Il y a plein de cas où l'assurance vie, c'est pas le meilleur truc à faire pour toi. Donc, ça fait partie des choses que j'explique dans le bouquin. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est de dire, vous avez un produit qui, en moyenne, ces 15 dernières années, a rapporté 2,5% par an. C'est rien, c'est que dalle, 2,5% par an. Quand la bourse du monde entier, depuis 15 ans, elle a fait 7,5% par an. Donc, comment c'est possible que l'épargne des Français travaille à 2,5% par an, alors qu'elle aurait pu, pour littéralement 10 fois moins de frais, faire 7,5% par an? Il y en a marre, en fait, à un moment donné, c'est absurde. C'est une question d'efficacité, c'est une question de gaspillage. Et donc, poser cette question, ça permet aussi de savoir si la banque dans laquelle vous épargnez ne vous propose que des produits qu'elle fabrique elle-même, c'est-à-dire ce qu'on appelle en architecture fermée, où vous n'avez accès qu'à leurs produits. Et donc, vous êtes... c'est comme, je sais pas moi, tu vois, si tu vas dans un supermarché et que tu n'as que la marque du supermarché. C'est un peu étonnant, tu manques de choix, tu peux pas, tu vois. Donc, ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que, ça, on en a beaucoup parlé dans les 2 premières émissions, la vérité, c'est que ces fonds-là, gérés activement par des êtres humains, ce qui est l'immense majorité de l'épargne des gens et qui rentre une grosse partie des 95 milliards € de frais de 2023 sur les particuliers, c'est les gérants. Les gens qui gèrent des fonds et qui prennent 1,5, 2% par an. Ce qui fait 100% de frais au bout de 21 ans, je le rappelle. Donc, cela, il y a une étude qui s'appelle Spiva, et aujourd'hui, c'est une étude que très peu de gens connaissent, à part les spécialistes et les journalistes, et qui, à mon avis, demain sera connue de tout le monde, parce que c'est une forme un peu de Nutri-Score des produits d'épargne. Ça te dit combien ça a vraiment rapporté, quoi. Et la vérité, c'est qu'il y a plus de 9 gérants sur 10, donc 90% des fonds gérés par des êtres humains, qui font moins bien que le truc le plus simple du monde, comme le CAC 40, ou un indice, tu vois, avec 1500 des plus grosses entreprises du monde. On peut faire simple et mieux que ça. En fait, ça me rappelle à chaque fois la pub Fiat qu'il y avait il y a quelques années qui disait il y a moins bien, mais c'est plus cher. C'est la même chose, en fait. Et sur le moment, c'est marrant, mais quand tu t'aperçois que ça coûte 80 milliards € par an aux classes moyennes et aux classes populaires en France, il faut peut-être que ça change, parce que pendant les 30 Glorieuses, quand on avait de la croissance, de la thune, on savait plus quoi en faire, on était, en tant que pays, on était comme ça, si tu veux. Là,
on peut plus. Maintenant, il faut qu'on fasse attention, parce que sinon, on va s'appauvrir massivement. Donc, les gens l'ont bien compris. Et moi, j'essaye d'apporter une solution qui est ni du marketing uniquement bancaire et financier, c'est un projet personnel, ce livre, j'étais pas obligé de l'écrire, et pas non plus du complotisme. Parce que ça aide pas les gens. Donc, moi, ce que j'essaye d'apporter, c'est les principes de base. Ce que tout le monde devrait savoir. Ce qui est simple à comprendre pour que les gens puissent faire quelque chose qui est là, pour le coup, difficile, leur éducation émotionnelle avec l'argent, en passant à l'action. Alors ça, c'est la 5e. Il y en a 10 en tout. Les questions à poser à son banquier. Je vous incite, je pense qu'on va passer maintenant, parce que c'est très intéressant, mais je vais vous en laisser quand même dans le livre. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc si vous voulez lire les 5 autres dans le livre, il y a les 10 questions à poser à votre banquier. On va faire rentrer Annabelle, on va faire rentrer Thibaut, et on va faire rentrer Séverine tout de suite. C'est parti. Allez, ça y est, Séverine vient d'arriver. Bienvenue, Séverine. Merci. Merci d'être montée de Toulouse. Oui, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Et tu as eu le train, malheureusement. Et oui. Heureusement que tu n'as pas pris un avion non plus, parce qu'il y a eu tout plein de perturbations ce matin. Donc merci d'être venu. Tu es venu en bus toute la nuit. Oui, c'est ça. C'est adorable. Exactement. Tu as réagi à notre story pour passer par rapport à tes problèmes financiers. Tu voulais avoir des conseils de Mathias. Donc merci 1000 fois d'avoir réagi déjà. Je sais que c'est pas facile de venir sur un plateau. Oui. Et encore moins pour parler d'argent. Et d'argent. Oui. Donc merci d'avoir fait l'effort. Je vais décrire et je vais lire ta fiche. Tu es maman célibataire, tu as 40 ans, tu as 2 enfants et tu es coordinatrice de chambre mortuaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu as des soucis, c'est que tu n'as plus d'argent à la fin du mois par rapport à ton budget, alors que tu as un emploi. Donc on va reprendre ton budget, Mathias, je vais te le citer, je vais te donner les chiffres à chaque fois avec les soustractions pour qu'on comprenne là où il y a que tu comprennes là où il y a un problème et que tu donnes des conseils, si tu veux bien, pour que tu puisses rééquilibrer ton budget. En fait, c'est l'objectif. Tu as un salaire de 2050 € net. Oui. Tu es en CDI aujourd'hui? Je suis fonctionnaire. Oui. Ah, tu es fonctionnaire? Oui. Tu as un loyer de 650 €, donc il te reste 1400 €, auquel tu enlèves les courses, 600 € environ par mois. Donc ça veut dire qu'il reste 800 €. Tu as une grande fille à qui tu payes un loyer. Oui. Pour un appartement, donc il y a un loyer de 200 €, donc il te reste 600. Sur les 600, tu as fait des crédits à la conso, on va y revenir. Ouais. Tu vas nous expliquer après, je recite et on va revenir sur chaque truc. 412 € de crédit à la conso, c'est-à-dire qu'il te reste 188 €. Ouais. On va enlever les dépenses du quotidien, même les abonnements Wi-Fi, Internet, le sport, la téléphonie, tout ça. 98 € par mois, il te reste donc 90 € pour gérer. Il y a toujours des imprévus. Si tu veux te faire un McDo de temps en temps, un truc, tac, résultat, il ne te reste plus rien à la fin du mois. C'est ça. Juste, est-ce que tu peux expliquer à Mathias ces crédits à la conso, pourquoi c'était, ce que c'était, etc., pour comprendre. Après, on va écouter tes conseils, Mathias. Alors, ces crédits à la conso, il y en a 3 et qui ont été faits pour des véhicules. J'étais avec quelqu'un, on avait une voiture pour 2. Il n'avait pas le permis, donc 4 enfants, donc on a acheté plus grand. Voilà, je me suis fait avoir, donc j'ai dû refaire un crédit et j'avais plus de voiture pour du coup avoir une voiture convenable. Et en fait, aujourd'hui, je me retrouve toute seule, puisqu'on est séparés. Je me retrouve toute seule à payer tous ces crédits. Voilà. D'accord, ok. Donc 412 € par mois. Oui, c'est ça. De crédit à la conso. Bon. Et je peux te poser 2-3 questions pour... Oui, bien sûr. En fait, j'ai besoin de comprendre ton objectif. C'est-à-dire, si jamais tu as un budget qui est bien équilibré et que tu réussis à épargner tous les mois, qu'est-ce que tu voudrais en faire de cette épargne? C'est pour... tu as des objectifs avec cette épargne? Il y a des choses dont tu as envie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans Alors, un objectif, effectivement, j'aimerais pouvoir m'acheter, être propriétaire de mon logement. D'accord. Voilà, et profiter le plus possible avec mes enfants. Okay. Voilà. Très bien. Mais déjà, être propriétaire, me sécuriser là-dessus pour laisser quelque chose aussi aux enfants. Te faire des kiffs aussi, tu disais profiter, c'est de faire des kiffs. Partir en vacances, voir large, beaucoup plus grand que... Les loisirs, tout ça. D'accord. C'est ça. Ok. Alors déjà, ce qu'il faut dire, Séverine, c'est que ta situation, c'est la situation d'énormément de Français. C'est-à-dire qu'il y a un Français sur 4 à peu près qui n'arrive pas à boucler son budget tous les mois. Il y a un Français sur 2 qui n'arrive pas à boucler son budget au moins 1 ou 2 fois par an. Donc c'est une situation qui est très répandue. Ensuite, un salaire net autour de 2000 €, c'est le salaire médian. C'est-à-dire, en France, il y a la moitié des gens qui gagnent plus, la moitié des gens... Donc on peut dire que c'est le salaire des Français. C'est vraiment le salaire médian. Voilà. Donc ta situation est également une situation de mère célibataire qui touche beaucoup de femmes. Et il se trouve qu'une femme qui se sépare perd, dans le cadre d'un divorce, en général, entre 20 et 30% de budget, de pouvoir d'achat. Donc c'est un moment très important et les femmes en sont particulièrement
victimes, sont particulièrement impactés par ça. Donc ta situation, elle est normale. C'est une situation dans laquelle sont énormément de gens. Est-ce que c'est une situation optimale ? Non, parce qu'on pourrait t'aider à faire mieux, à tirer davantage de ton argent. Ce qui est essentiel, c'est de comprendre que c'est pas de ta faute. Personne t'a accompagné jusqu'à présent. On t'a manifestement donné plusieurs crédits à la consommation. Certains d'entre eux ont sans doute des taux très élevés, puisque les crédits à la consommation, alors il y en a qui peuvent être raisonnables entre les voitures. Qu'est-ce qu'un crédit à la consommation ? Alors, un crédit à la consommation, c'est... c'est toujours des crédits pour consommer, non ? Quand tu achètes un immeuble, un appart, c'est... Alors, il y a deux manières de voir la dette. C'est-à-dire quand on emprunte de l'argent, soit c'est de l'argent qu'on emprunte pour investir, c'est-à-dire de l'argent qu'on emprunte pour en faire davantage. Et là, c'est le crédit immobilier, c'est l'exemple typique. Soit on emprunte de l'argent pour dépenser, pour vivre. C'est le cas d'un crédit à la consommation. Un crédit à la consommation, c'est emprunter de l'argent pour pouvoir consommer plus. Il y a une autre manière de voir ça, c'est de se dire, si j'avais... Donc, mettons, j'ai besoin de 500 € pour me racheter de l'électroménager, il y a eu une inondation, une panne, peu importe. Soit on se dit, j'ai pas cet argent, je vais l'emprunter à la banque pour pouvoir dépenser tout de suite. Soit on se dit, je mets de côté tous les mois jusqu'à ce que j'ai suffisamment d'argent de côté pour faire cet achat. Et l'enjeu, c'est que en ce moment, l'éducation financière est en train de se faire partout dans la population. Il y a plein de gens comme toi qui se posent des questions. Toi, tu as été particulièrement courageuse parce que tu as accepté de venir là et d'en parler. Et à partir du moment où tu as accepté d'en parler, déjà, tu es sorti d'affaire. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir accepté d'en parler, c'est ce qui va t'amener là, dans les jours et les semaines qui viennent, à être sorti d'affaires, à progresser et à t'apercevoir que tu n'es pas du tout seul dans cette situation. Donc, le crédit à la consommation, moi, je suis contre. C'est-à-dire, les économistes vont m'engueuler parce qu'ils disent on a besoin que les gens consomment pour qu'il y ait de la croissance. Moi, mon sujet à moi, c'est les gens et leur argent à eux. C'est vraiment l'échelle des gens. C'est ça qui m'importe, moi, aujourd'hui. Et donc, je dis, le crédit à la consommation, c'est que pour les urgences. C'est vraiment... un pépin. C'est un dernier recours, quoi. Ouais. Il faut vraiment... Les gens qui te présentent ça comme une facilité de paiement, c'est le mot qui est utilisé, hein, moi, je suis vraiment contre. Pour moi, c'est une solution d'urgence. Pourquoi ? Parce que ça coûte très cher. Voilà, ça coûte très cher. Les crédits à la consommation en France, ça coûte, en intérêt, hein, je parle, cette année, 20 milliards d'euros au foyer français. Donc, c'est quelque chose qui coûte très cher, entre 5 et 10% par an pour beaucoup d'entre eux. C'est énorme. Hein. J'imagine que toi, il y en a certains qui doivent être autour de ces eaux-là. Moi, c'est ce qui a mis ma famille dans la merde à une époque, hein, très clairement, l'empilement de ces crédits-là. Parce qu'il y en a qui font des crédits pour rembourser un autre crédit ? À la fin, tu peux te retrouver effectivement dans une situation de spirale d'endettement. Et là, soit tu as du bol et tu tombes sur un conseiller, un banquier qui va te dire non, là, faut s'arrêter, quoi. Et je vais vous aider, on va prendre les choses en main et vous allez retrouver une situation plus raisonnable. Mais il y en a d'autres qui vont dire bien sûr, etc., qui vont faire leurs objectifs commerciaux. En fait, tu vois, quand je le dis, ça me fait un nœud dans la gorge. Donc, ta situation, elle est normale. Et le simple fait que tu aies envie d'en parler, c'est déjà gagné, en fait. Et on va peut-être te donner un petit coup de pouce aussi pour ça, on va voir. Donc, il y a 3 choses importantes dans ta situation. La première, c'est optimiser tes dépenses. C'est ce qui est peut-être mal perçu culturellement, se dire je vais dépenser moins. Moi, je dis, on va dépenser mieux. Quand les gens veulent dépenser moins pour des raisons écologiques, tout le monde trouve ça bien. Mais qu'est-ce que tu veux enlever quand il y a, sur un CA 2050, un loyer à 650, pour sa fille, elle ne peut pas arrêter de payer un appartement, des courses 600 € et un crédit à la conso de 412. Donc c'est peut-être là-dessus, mais qu'est-ce que tu veux changer d'autre à part l'abonnement de téléphone ? Voilà. Donc, si tu veux, l'enjeu pour Séverine, ça va être de dégager peut-être 100 € par mois pour pouvoir épargner, investir. 100 € par mois épargner, investir, c'est beaucoup. Hein. C'est vraiment une très bonne chose. Ouais, parce que, en fait, ça fait à peu près 1 200 € par an, sauf que d'une année sur l'autre, avec les intérêts qui font des intérêts, ce dont on a parlé dans la première et la deuxième vidéo. Donc, c'est beaucoup déjà. C'est ça, pour moi, c'est ça doit être ça ton objectif, dans un premier temps, c'est dégager 100 €. Je pense que c'est un objectif qui est atteignable. La première étape, c'est optimiser tes dépenses. Donc là, il faut... Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de ne pas le faire seul. Tu prends une copine, une amie, un copain, un cousin, ton frère, ta sœur,
n'importe qui, mais tu te donnes rendez-vous une fois par mois. Et une fois par mois, vous vous asseyez, vous prenez 1 heure avec un café et vous regardez vos dépenses. Et vous dites, où est-ce que je peux gagner 5 euros, 10 euros, 5 euros, 10 euros. C'est vraiment ce travail-là de point de départ qu'il faut faire. Être conscient de ce qu'on dépense pour essayer de voir comment l'optimiser. Le deuxième élément qui est évident dans ton cas, c'est qu'il faut très probablement faire ce qu'on appelle un rachat de crédit. C'est-à-dire, au lieu d'avoir plusieurs crédits qui s'empilent comme ça, tu vas voir un spécialiste, et on va pouvoir t'en présenter, qui va prendre tous tes crédits, va les remettre dans un seul crédit, comme ça pour toi déjà, même la charge mentale est plus simple. Il rachète les crédits? Voilà, il reprend tous les crédits. Une autre banque? C'est ce qu'on appelle un organisme de rachat de crédit. Je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est pour ça que je... Voilà, et donc il va racheter l'ensemble de tes crédits, t'en faire un seul, en général plus long, et donc moins cher. Et donc tu vas avoir des mensualités moins lourdes, ce qui va te permettre de dégager, je pense que sur ta 400 et quelques, on doit être capable de dégager peut-être 50 euros, tu vois. Sur tes dépenses, tu as 800 euros de dépenses mensuelles à peu près. On va être capable aussi de dégager 30 à 50 euros. Course 600 euros, peut-être par exemple. Récupérer 30 euros. Par exemple. C'est limite déjà, t'es... Ouais. Il y a des solutions. Il y a Too Good To Go qui fait un travail formidable. Il y a des manières en fait d'arrêter de gaspiller son argent tout en arrêtant de gaspiller la nourriture, etc. Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui pour optimiser. Donc ça me fait pas peur. Le rachat de crédit, pareil, tu vas être capable de dégager 50 euros. Ensuite, tu as un déplacement en voiture, toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, là, je vais juste donner un calcul très simple aux gens qui nous écoutent. Les Français en moyenne, ils font 20 km pour aller au boulot. 18 pour être précis. Moi, j'arrondis à 20 km, donc 40 km par jour. Moyenne, ok. 40 km par jour. Je ne sais pas quel est ton cas, c'est peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu plus, mais en moyenne, c'est ça. Si tu t'organises pour faire la moitié du temps pour aller au travail, du covoiturage. Tu trouves un collègue ou une collègue, tu trouves quelqu'un, et une fois sur deux, tu ne le fais pas tout le temps, parce que ça peut être pénible de s'organiser comme ça, mais disons, une fois sur deux, tu réussis à faire du covoiturage. Tu vas économiser 1 000 euros par an. 1 000 euros par an. C'est énorme, 1 000 euros par an. 1 000 euros par an, ça fait rapidement 50 000 euros au bout de 20 ans, en fait. Donc 50 000 euros, quand les Français ont en moyenne une retraite qui leur coûte à peu près entre 200 et 300 000 euros, avoir 50 000 euros de plus au moment d'arriver à la retraite, ça change beaucoup de choses. C'est dans les dépenses du quotidien que tu mets l'essence, tout ça? Bien sûr. C'est ça. Donc, réussir à faire... Donc ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres, mais l'exemple du covoiturage, moi, je trouve particulièrement parlant parce que tu peux économiser 1 000 euros par an. C'est énorme. Peut-être qu'un forfait de téléphone, si tu appelles les autres opérateurs, tu peux trouver 10 euros de moins chez Tu peux toujours trouver. C'est galère, c'est du temps. En fait, c'est pas tant de temps que ça. Ce qui est important, c'est de le faire régulièrement et de pas le faire seul. Donc, tu t'assois avec une copine. Si tu sais maîtriser un tableur, je sais pas si tu utilises peut-être un tableur au travail. Souvent, les gens utilisent les tableurs au travail et s'en servent pas dans la vie privée. Moi, je fais mes comptes tous les mois avec mon épouse sur un tableur. On s'assoit, on pointe tout ce qu'on a dépensé, on le range dans des catégories sur un tableur. Ça nous prend 1 heure ou 2, une fois par mois, et on découvre des choses. Tu vois, par exemple, moi, cet été... je le fais jamais, quoi. C'est à nouveau. C'est vrai, je sais bien. Il y a un Français sur deux qui fait... avant, on disait de faire l'autruche. Maintenant, on dit faire l'émoticône singe, là. Tu sais, le petit singe qui se met des... Il se cache les yeux. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est beaucoup de gens. Moi-même, pendant très longtemps, je ne le faisais pas. Alors qu'aujourd'hui, ça m'aide énormément. Donc, ça, c'est la première étape. Le rachat de crédit. Un effort peut-être sur l'essence, voir comment on peut optimiser ça. Et là, tu as, d'un coup, 100 euros à peu près de dégager tous les mois sur ton budget. La difficulté, ça va être de le tenir dans le temps. C'est pour ça que de le faire avec une copine, un copain, un cousin, une cousine, peu importe, et d'avoir ce rendez-vous mensuel, c'est ça qui change tout. Les gens oublient d'introduire, parce que personne ne leur a dit, de l'humanité dans l'argent, d'en parler avec d'autres, ou alors, si tu n'as pas envie de le faire avec un proche, tu peux le faire sur un forum. Aujourd'hui, il y a Reddit, je pense qu'on peut en parler, il y a un forum sur Reddit qui s'appelle Vos Finances. Il y avait, quand j'ai commencé, moi, Trade Republic, il y a 4 ans, il y avait peut-être 50 000 personnes dessus qui étaient plutôt des passionnés. Aujourd'hui, il y a 450 000 personnes. Aujourd'hui, il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui te demandent des conseils, de l'aide, des bonnes pratiques, comment tu as fait ci, comment tu as fait ça, etc. Ouais, c'est vachement... Intégrer un groupe sur les réseaux sociaux, ça aide énormément. Moi, je sais que le forum Reddit, de voir passer les notifications, ça me fait un rappel. Et ta fille, tu peux pas le faire, non? Si. Non?
Ah, si elle a 18 ans, c'est parfait. Hein. Oui, c'est oui. parfait parce que tu l'as. On se met une fois par mois. Tu la formes. Là, on a peut-être, on économise sur ça. On fait pas ça. Par contre, on arrive à nos 100 € mensuels. Si dès ton premier salaire, si tu avais su qu'il fallait faire comme ça, le budget, etc., avoir la poche pour les dépenses contraintes, la poche pour les dépenses de plaisir et la poche pour l'épargne, tu l'aurais fait toute ta vie, en fait. Exactement. Donc c'est ça que j'essaye d'apporter aussi, c'est de commencer bien dès le début. Qu'est-ce qui est fait de ces 100 € par mois s'il y arrive? Alors, là, dans le cas de Séverine, il faut faire deux choses. Il faut constituer une épargne de précaution. En général, on dit, pour les prudents, moi c'est ce que j'aime bien, c'est 6 mois de revenus. Donc tu mets de côté sur un livret. Il y a plein de livrets. Il y a des livrets qui en ce moment rapportent 4%. Voilà, donc c'est la première chose à faire, c'est ça. Et en même temps, tu commences à investir pour le long terme, pour ta retraite, pour aider ton fils dans 10 ans quand il aura, etc. La clé, c'est d'automatiser. C'est-à-dire que le lendemain du jour où il y a ton salaire qui tombe sur ton compte, pas le 15, pas le 30, etc. Le lendemain du jour, tu automatises 2 placements. D'accord? Un livret de précaution, peut-être 50 €, mettons, dans ton exemple, et un investissement à long terme pour plus tard, pour 10, 15, 20 ans. Ça veut dire quoi un investissement à long terme? C'est à partir de 10, 15 ans. Voilà. Le long terme, c'est ça. C'est des placements? C'est des placements. C'est banque? Alors, ça peut être en banque, ça peut être aussi sur Internet, si tu veux payer moins de frais, parce que quand tu veux investir 50 € par mois, si tu payes beaucoup de frais, bah, ta performance, c'est très difficile. Donc, quand on investit des petites sommes comme ça, il faut faire très attention aux frais. C'est un enjeu hyper important. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent. Moi, je suis pas là pour te vendre Trade Republic aujourd'hui, donc c'est pas le sujet, mais c'est possible. Le plus important, c'est de l'automatiser le lendemain du salaire, parce que sinon, il y aura trop souvent une tentation de pas épargner ce mois-ci. Donc, c'est ce qu'on appelle, les jeunes appellent ça se payer. C'est marrant. Quand je reçois mon salaire, je me paye en premier. Et c'est ce qu'ils appellent ça comme ça. Ça veut dire, quand je reçois mon salaire, la première chose que je fais, c'est je me sécurise. J'ai mon épargne de précaution. Et si tu as cet état d'esprit-là, en fait, très vite, tu t'apercevras que tu n'auras plus besoin de crédit à la consommation, puisque quand tu voudras t'acheter quelque chose, tu pourras le faire avec ton épargne ou avec tes investissements. Donc, c'est au lieu de se dire, si je veux acheter quelque chose tout de suite, ça va me coûter très cher. Je me dis, je fais un effort maintenant pour pouvoir me le payer plus tard. C'est un truc qu'on appelle la gratification différée. C'est un truc qu'on fait en éducation, par exemple. On éduque nos enfants pour que ce soit des gens bien plus tard. C'est le bonbon que tu manges pas tout de suite, c'est expliqué. Exactement. Tu le vois, mais tu le gardes pour plus tard. Exactement. Et ça, c'est très satisfaisant. Il y a une satisfaction à pouvoir s'acheter un truc tout de suite grâce à un crédit à la consommation. Je l'ai fait, moi, donc je peux vous en parler quand j'étais plus jeune. Il y a une satisfaction. Tu ressens une émotion, tu te dis « ouais, j'ai pu ». Et après, les mois d'après, la satisfaction, elle se transforme en amertume. En stress. Hein. L'amertume, elle peut se transformer en stress. Après, quand à la fin de l'année, tu te rends compte que en fait, 5%, 10% d'intérêt sur un crédit, c'est colossal, en fait. Et donc, ça se termine rarement bien. C'est vraiment pas une bonne idée. Et de vendre des crédits à la conso, pour être clair, et pour les gens d'en faire tout. Donc, le plus important pour toi, vu que tu en as la volonté, c'est de mieux définir tes objectifs d'investissement. Ça va être important. Et de te faire accompagner pour pas rester seul face à ça. Parce que la discipline budgétaire, je trouve ça... moi-même, j'y arrivais pas tout seul. Donc, j'ai mon rendez-vous mensuel avec mon épouse. On a le fichier Excel. Et d'avoir ce rendez-vous mensuel, ça m'a complètement, moi, dépassionné. C'est-à-dire, j'ai plus d'émotion par rapport à tout ça parce que maintenant, c'est organisé, en fait. Quoi. Simplement. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, je pense que c'est quelque chose de... Enfin, je le vois très positivement. Une porte de sortie, en fait, à la galère, ce que je ressens. Ouais, c'est tout à fait possible. Pour moi, je pense que essayer de dégager 100 € en faisant un rachat de crédit, en optimisant les dépenses courantes... et surtout se tenir, en fait. Je pense qu'effectivement, c'est compliqué de faire son budget, se tenir sur le bilan des dépenses, en fait.
Effectivement, c'est une super bonne idée de le faire à deux et de le faire avec ma fille pour lui apprendre à lui donner les bases. Même si, je lui donne déjà pas mal de conseils sur ce qu'elle a à faire. Elle, de son côté, elle arrive un peu plus, elle s'en sort un peu mieux. D'autant plus qu'elle va avoir son premier salaire le mois prochain. Donc voilà. C'est le moment de lui apprendre, quoi. Ah ouais, Voilà, c'est vraiment le moment. Et parfait. donc vraiment, ce sont de très bons conseils et qui sont, à mon avis, très facilement. Qui sont adaptables pour beaucoup d'entre vous aussi. Ouais. Chez vous et tout. Si tu veux, c'est pas bête. faire le point mensuel sur ses dépenses. Ne pas avoir honte de ça. Moi, j'ai pas honte de C'est dire. même pas une honte, il y a aussi une Il y a flemme. plein de gens. Une flemme. Il y a les deux. Non, mais attends, c'est la Il vérité. y a les deux et ça se renforce. Hein. C'est-à-dire que. Attends, juste, il y a quelques personnes, vous le faites, vous, tous les mois? Non, personne? Si? Ok, il y a Margot qui nous maquille, c'est tout. Et sinon, aucun des garçons dans le studio le fait. Non, mais c'est pour te dire, c'est plus de la flemme, non? Oui, on est d'accord. Et en fait, c'est plus de la flemme que de la honte aussi. Tu vois. Il y a des différences de genre aussi. Oui, Enfin, dans les émotions que ressentent les gens par rapport à l'argent, c'est vrai que le genre joue un rôle important aujourd'hui. C'est qu'on n'y pense pas aussi parfois. On ne sait Voilà. pas. Voilà. Et ça se rappelle à nous. Et quand ça se rappelle à nous, c'est souvent un peu tard. Donc, être capable de considérer l'argent comme un outil qu'on va optimiser, qu'on va gérer, etc., c'est ça, je crois, le plus gros changement de la génération Z. C'est peut-être pour ça que pour ta fille, qui doit voir pas mal de contenu, j'imagine, sur les réseaux sociaux aussi, c'est plus naturel pour elle. Sans doute. Ce sera plus naturel pour elle. Ouais, ça Et change. moi, je trouve ça bien. Il y a un vrai changement culturel. Pour terminer, Mathias, qu'est-ce qu'on peut dire à Séverine Alors, Séverine, tu as une intention, une volonté de faire mieux avec ton argent et d'en tirer davantage pour toi, pour tes proches, pour tes projets et tout. Nous, c'est quelque chose qu'on veut accompagner. Donc, si tu veux, comme tu fais un choix dingue de venir là et de le partager aussi devant beaucoup de gens, j'espère, qui vont, j'espère, se sentir touchés et aussi avoir cette envie d'agir aussi, ce premier pas grâce à ça. Donc, la première chose, c'est que je vais t'organiser des visios de suivi avec mes amis banquiers. Je pense à un en particulier parce qu'il est entre Toulouse et Montpellier. Donc, le courant devrait bien passer. On pourrait dire chocolatine tous les deux. C'est des gens... C'est un rapprochement. C'est des gens qui sont banquiers en agence, qui sont devenus formateurs bancaires et qui après sont devenus créateurs de contenu. Et ils ont donc... voilà. Donc, on va t'organiser ça pour pas que tu sois seul face à ça. Tu vas avoir de l'aide aussi pour faire le rachat de crédit. Donc, on va te présenter des entreprises et on va t'accompagner là-dedans jusqu'à ce que tu y sois. D'accord ? Tu vas pas être seul face à ça. Et par ailleurs, pour t'encourager aussi à commencer à investir et pour te donner un petit coup de point de départ, si tu le souhaites, on va t'ouvrir un compte sur Trade Republic. On va mettre 1 000 € dessus. Et comme ça, tu pourras avoir ce point de départ et déjà être une investisseuse avec 1 000 €. C'est un point de départ. Ça va te permettre de complètement dépasser le « je m'y mets ». En fait, tu t'y es déjà mis. Juste en venant là, et tu décideras de ce que tu en feras. Et on va t'apprendre à t'en servir. OK ? T'en pleures pas, ça va me faire pleurer aussi, alors. C'est aussi pour ça que tu fais ce métier, non ? Alors, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est aussi pour ça que je suis tellement content que tu sois venu, parce qu'au-delà de ton émotion aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir t'aider, mais c'est surtout tous les gens qui vont voir ça et qui vont se dire, moi j'en ai marre. Je suis très faible vis-à-vis de ça. Merci. C'est que le début. C'est que le début. Donc voilà, comme ça, il va t'aider, t'accompagner. Et puis le but, c'est de faire un vrai suivi. C'est pas de faire ça pour la caméra. C'est pas du tout le sujet de l'émission et de ce média aussi. C'est pour ça qu'on se revoit souvent avec Mathias, parce que c'est quelqu'un de super. Et hors antenne aussi, voilà. Donc il fait ce métier aussi pour aider. Et moi, je t'aide à 2 conditions. La première, c'est que tu formes tes enfants. Et la deuxième, c'est que tu aides 2 copines ou 2 copains qui sont éloignés de l'argent, qui sont dans la merde pour certains, et que tu les aides à se prendre en main. OK ? Parfait, je sais déjà qui. Ben voilà, tu vois. Parce qu'on sait tous qui. Non, mais... On sait tous qui aider. Non, mais c'est vrai. Oui. Et on n'ose pas aller leur en parler. Et ben, Non, mais oui, parce que voilà. j'ai 2 profils. Un qui sait pas gérer du tout et qui a pas forcément les moyens, et un qui pourrait investir et qui ça aurait été bien qu'il soit là aussi aujourd'hui, mais... dans les 2 cas, c'est un gaspillage. Voilà, c'est un gaspillage, c'est voilà. Donc ouais, je sais déjà qui. Mais merci à vous. On croise les doigts pour toi. On va te suivre. On va prendre des nouvelles et tout pour voir comment Parfait. ça évolue. Voilà. Toi, t'as bien fait de venir en bus. Hein. Ouais.
d'arriver jusqu'à nous, quoi qu'il arrive. C'était la galère, mais c'est un vrai plaisir. Bon courage Merci. pour la suite, puis embrasse Merci tes beaucoup. enfants aussi dans tout ça, et puis on croise les doigts, puis on va te suivre avec Mathias aussi. On donnera des nouvelles. On s'organise après, ouais. On donnera des nouvelles pour voir l'évolution et comment ça suit. On pourra peut-être même refaire une émission dans quelques temps, en vrai. Hein. Ça peut être intéressant, ça. Qui pense aux nouvelles émissions quand on en fait, comme ça, au moins, il n'y a pas de... Ouais. On fait nos réunions en direct, hein, ça passe. Temps. Et si il y a un truc que j'ai appris ces 2 dernières années, c'est que l'éducation financière, c'est un point de départ. Quand on commence à se sentir en contrôle, capable, etc., c'est le point de départ de plein de trucs. Parce que l'éducation financière, pour moi, c'est avant tout pour la sérénité financière. Et la sérénité financière, ça permet de faire des projets. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est vrai que tu as un schéma financier. On va faire rentrer dans un instant Thibaut, si tu veux bien, qui a d'autres problèmes, d'autres solutions bien sûr. aussi à apporter, qui peuvent être intéressants pour vous. Il y a 3 personnes qui sont venues aujourd'hui gentiment jusqu'à nous. Merci 1000 fois, Séverine, encore. Bon courage pour la suite. Je te check. Merci 1000 fois. On retrouve maintenant Thibaut, qui est venu nous voir aussi. Voilà, Thibaut vient de nous rejoindre. Haut de profil. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci de venir de Marseille, hein, c'est ça? Exactement. Tu as 33 ans. Ouais. Je sais que c'est pas facile de venir parler sur un plateau et encore plus de soi et parler d'argent, donc merci de faire l'effort. Tu as répondu à notre story, tu nous as fait une vidéo pour te présenter et tout, trop sympa, donc merci. Tu as sorti la belle chemise noire et tout. J'ai fait le maximum. Voilà, le maximum. T'es célibataire, t'es papa d'un enfant de 8 ans. C'est ça. En ce moment, t'es au chômage et tu donnes des cours de tennis, non, c'est ça? Je fais des cours de tennis, des cours de paddle. Et je devrais normalement rentrer à la mairie de Marseille début janvier Ok. pour une stabilité. Mais bon, Pour faire quoi? je vais surveiller les cimetières. D'accord. Voilà. T'as remarqué qu'il y a un dénominateur commun sur les 2 premiers profils qui sont venus. Ce qui est incroyable quand tu sais que C'est vrai de gérer les médecin champions. légiste, si tu veux. Donc, enfin bref, c'est Il étonnant. n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, il y a quelque chose de... Donc tu peux, dans quelques semaines, mois, devenir gardien de cimetière. Donc tu as une possibilité de travail qui est déjà signée ou pas? C'est important parce qu'on refait le budget pour que Mathias comprenne bien la situation. J'ai reçu un mail pendant que je vous attendais, justement, en disant que je signerais mon contrat dans 2-3 semaines pour une prise de poste éventuelle début janvier. Donc c'est bon. Donc c'est bon. Mais c'est ce qui va me permettre de, peut-être avec votre aide, Ressortir la tête de l'eau. de partir d'une nouvelle vie à 33 ans, pour moi et mon fils. Quoi. Alors je vais redonner ton budget si tu l'acceptes pour bien comprendre. Tu as un chômage aujourd'hui de 1108 €. Voilà, on revient, je vais faire la soustraction. Bien sûr. Tu as un loyer de 850. C'est ça. Donc 1108 € de chômage, 850 de loyer, donc il reste 258 €. Tu as environ une moyenne de 200 € de course. Chiffre rond, ça change chaque mois, mais c'est à peu près 200 €, donc il reste environ 58 €. Dépenses supplémentaires pour ton fils, etc. 58 €, t'as plus rien à la fin du mois, en Non, gros, on le comprend. Tu dois de l'argent à des gens, à des banques, c'est ça? À des banques et des particuliers. Tu as demandé à des potes de t'aider ou des gens, voilà. Exactement. Mais c'est pas forcément une bonne chose. Je vais laisser Mathias réagir à ça. J'essaie de donner tous les éléments pour que ça soit Ouais, bien clair, sûr, pour que bien sûr. chez vous, si vous avez un profil aussi similaire, ça puisse vous aider, savoir ce qu'il faut faire, les meilleures solutions, etc. Quelqu'un qui est bienveillant et qui n'a rien à gagner Bien sûr. ou à perdre, à te donner des vrais conseils, en fait. Donc, c'est plus sain. Je ne sais pas combien tu dois, si après tu veux expliquer à Mathias plus précisément, mais voilà, en gros, tu n'as pas de voiture. J'ai pas de voiture. Et justement, c'est compliqué parce que du coup, de mon travail, de ma ville à mon travail, c'est compliqué. Donc c'est des bus, c'est des métros, c'est même une possibilité de même pas rentrer à la mairie pas à cause de ça, parce que c'est trop loin. Donc c'est vraiment des choses... Qui t'handicapent au quotidien. C'est un qui handicapent énormément, quoi. C'est un très gros problème, ça, mais oui. Et tu as un téléphone, par exemple, t'as des... Alors j'ai un téléphone, alors c'est marrant parce que j'ai un téléphone, mais que j'ai réactivé la ligne il y a un mois, parce qu'au fur et à mesure, on ne paye pas les lignes, ils nous les bloquent. Donc c'est restreint, on peut que faire par WhatsApp, en Wi-Fi. Ouais, moi, c'est loin, quoi. C'est pas évident, parce que c'est des choses vraiment pas évidentes, quoi. C'est gentil d'en parler, déjà. J'en parle parce que je viens, sinon je viens pas, quoi. Ouais. C'est vraiment pour aider moi et après les autres personnes qui sont dans ce cas-là, quoi. Mathias, on t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de la situation? Comment il peut l'améliorer? C'est le sujet, évident. Voilà. Alors, je peux te poser quelques questions pour le... Sans problème. Est-ce que à une période de ta vie, tu as fait de l'épargne, parfois, dans ta vie déjà? Très peu. Très peu. Très peu. Et est-ce que tu sais dire pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose qui juste t'intéressait pas, ou est-ce que ça te faisait peur, ou ça t'intéressait pas, ou est-ce que... Déjà, j'y connaissais pas grand-chose. Et en plus, c'est vrai que, comme j'ai dit en off, je travaillais un peu au Club Med, donc c'est vrai qu'épargner, ça s'épargne un peu tout seul parce que on dépense pas. Et c'est vrai qu'après, ce passage dans la vie réelle a été très dur.
était très dure. Donc après, c'est là où je me suis un peu noyé, on va dire, petit à petit. Hein. Mais c'est pas quelque chose que je faisais. Donc ça vient d'un mode de vie en fait très difficile, d'un changement de mode de vie en fait, et c'est souvent le cas. C'est-à-dire que très souvent les difficultés financières démarrent dans un moment de changement. Il y a une transition, il y a un changement, il se passe quelque chose. Parfois c'est un divorce, une séparation, ça peut être un déménagement, ça peut être voilà. Et dans ce genre de situation, c'est là qu'il y a de l'instabilité qui peut se créer, de la fragilité. Donc la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est une situation qui touche au moins 500 000 Français. Si tu veux. Donc c'est pas du tout une situation marginale. Ensuite, c'est pas de ta faute. Il faut pas que tu te sentes. Je sais pas comment tu te sens aujourd'hui, mais peut-être d'avoir cette perspective d'un job là, ça doit t'aider à te sentir mieux, j'imagine. Mais comment tu te sens aujourd'hui de cette situation en fait? Je me sens un peu responsable par des choix que j'ai faits qui sont pas bons, parce que quand on est dans cette situation-là, qu'il faut vivre, il faut donner à manger à son fils, même si bon, j'ai mon ex-femme qui s'en occupe bien aussi, mais avoir ce rôle de papa est très important pour moi. Ah, bien sûr. On emprunte à des potes. On va faire du jeu, parce qu'on se dit, j'ai 100 € si je fais sur, je sais pas moi, un cheval, comme ça on va gagner des sous. T'as perdu de l'argent avec les jeux? Parce que la solution c'est de faire quoi? Il fallait que je gagne de l'argent très rapidement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On joue. En toute honnêteté, on joue. Bien sûr, bien sûr. On emprunte à des gens pour rembourser ce qu'on a déjà emprunté. Donc en fait, c'est un cercle. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas comment ce cas, mais moi, et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, tu peux pas vivre comme ça, quoi. T'as 33 ans, t'as pas 80, quoi. Il faut avancer. Mais c'est pas évident. Même là, j'ai l'émotion parce que je me vois dans des bars PMU tout seul et dire, mais allez, quoi. Je vois très bien. T'es au chômage depuis combien de temps? Depuis septembre. Pour bien comprendre. Septembre. Et tu vas avoir un salaire de combien, là? Est-ce que ça va 1 800 € net. Ah, donc ça fait quand même bien, c'est 700 € de plus déjà. C'est déjà pas mal. Mais bon, le problème, c'est que j'ai... on en parlait tout à l'heure sur le fichage bancaire, j'ai un crédit en retard, j'ai des chèques impayés, tout ça. Et ça, il faut le résoudre. T'es interdit bancaire? Exactement. En gros, c'est ça? FCIP, c'est-à-dire FCIP, c'est... j'ai une carte bleue exprès, je n'ai pas le droit d'être à découvert, et je n'ai pas le droit, sur tout ce qui m'aurait peut-être sauvé, c'est de faire un crédit à n'importe quelle banque, quoi. Quand on met mon nom, mon prénom sur Internet... T'as plus le droit en fait, d'avoir de crédit, c'est ça? Pour l'instant, il est stoppé. Nom, prénom... On peut expliquer ce que ça veut dire, vraiment, interdit bancaire pour tout le monde? Alors, merci déjà. C'est pas parce facile, que mais bon, non, je sais que c'est pas facile. Moi, c'est ce qui a mis ma famille dans la merde, c'est que on parlait pas. Et donc, l'immense majorité des gens, ils parlent pas. Et là, aujourd'hui, on en parle. Et parce qu'on en parle, il y a plein de gens qui vont le voir et qui vont oser en parler. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire là. Je sais que c'est dur pour toi, parce que même pour moi, c'est pas facile. La vérité, c'est que ça va aider plein de gens, et en ça, c'est bien. Donc, premièrement, il y a 500 000 personnes qui sont interdites bancaires en France. C'est ce qu'on appelle être fiché Banque de France. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. J'avais fait des chèques qui n'étaient pas passés, donc ça pardonne pas. Le chèque, c'est comme... Enfin, pour moi, dans ma tête à moi, en tout cas, les chéquiers et les crédits conso, c'est quand tu parles aux gens, quasiment à chaque fois, t'atterris dessus. C'est-à-dire que... Voilà, donc, les chéquiers et les crédits conso, si j'avais une baguette magique, moi, de ministre de l'économie, c'est les deux trucs que je ferais disparaître. Donc, la situation dans laquelle tu es, c'est une situation qui est celle de plein de Français. Ce que tu as essayé de faire pour t'en sortir, c'est normal parce que tu n'as reçu aucune éducation financière. Personne ne te l'a jamais dit, nulle part. À la télé, on t'a appris à mieux manger, à éduquer tes gamins, à faire du jardinage, à bricoler. Mais il n'y a personne qui t'a dit, fais pas de crédit à la conso. Il n'y a personne qui t'a dit, quand tu as peu d'argent, c'est là qu'il ne faut pas jouer. C'est quand tu as peu d'argent. Voilà. Donc, il est évident que tu es quelqu'un de volontaire. Il y a plein de gens qui vivent effectivement dans un mode de fonctionnement comme toi tu as eu en étant dans un vase fermé comme ça pendant des années et des années, en bossant dans des clubs, etc. Donc là, forcément, l'atterrissage dans l'eau, quoi, l'eau elle était trop froide et ça n'a pas marché. Donc la première chose, c'est que avec ton nouveau job, le plus rapidement tu sors de l'interdiction bancaire, le mieux c'est. Comment on en sort? On peut faire un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Et quand on fait un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, c'est le début du bout du tunnel. C'est-à-dire le moment où on fait ça, en général, c'est le moment où d'abord on accepte de regarder totalement la situation en face, ce que tu fais déjà. Donc toi, tu es déjà là, quoi. C'est le plus important. À partir où tu en es là, la vérité, c'est que tu es déjà sorti d'affaire. Il faut juste qu'on t'explique 2-3 trucs, qu'on t'accompagne 2-3 fois. À partir où tu as cette envie-là,
tu es déjà sorti d'affaires. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que ta situation, elle n'est pas difficile. C'est-à-dire que ce qui est difficile, c'est de faire ce chemin émotionnel, d'accepter, de dire, oh, déjà, c'est pas de ma faute. 2, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? 3, comment ça se fait qu'on est aussi nombreux à être dans cette situation? C'est complètement anormal dans notre pays, je veux dire. Bref. Donc c'est attendre l'emploi. La première chose, c'est, je pense, on va en parler après évidemment, plus en détail, mais la solution dans ces cas-là, c'est de faire un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Et là, la Banque de France va commencer à t'aider. Donc, il y a une partie de tes crédits qui peuvent être annulés. Il y a le taux de tes crédits qui peuvent être baissés. Il y a des mensualités qui peuvent être allongées. Enfin, il y a plein de solutions. Le principe, c'est qu'on fait un dossier et tous les gens à qui tu dois de l'argent vont tous être au courant que tu dois ça. Donc, sur le moment, c'est pas simple. C'est pour ça que dans la plupart des cas, le dossier de surendettement auprès de la Banque de France, c'est à la fois ce qui te permet de voir le bout du tunnel, parce que tu dis, OK, là, je suis pris en main. Et il y a aussi un côté très difficile, parce que tout est transparent quoi, pour tout le monde. Donc, tous les gens à qui tu dois de l'argent, ils savent. Donc, là, je pense qu'il y a ensuite, il y a la question de ton budget, sur lequel je pense qu'il faut que tu te projettes tout de suite sur le futur budget avec un job, etc. Et de voir, en fait, je ne sais pas si tu utilises des tableurs, Excel par exemple. Bon, bah alors pour toi, il y a des applis sur le téléphone qui sont gratuites, hein, il y en a plusieurs qui permettent de piloter son budget comme ça. Il y a l'appli de ta banque éventuellement aussi. Il y a des applis gratuites, enfin, voilà, ça, on en parlera, mais il y a plein d'outils pour t'aider à le faire. Et en fait, l'enjeu pour toi, ça va être de projeter l'année prochaine. OK, je vais avoir un salaire, je ne vais pas augmenter mon niveau de vie ou très peu, juste pour peut-être mon enfant sans doute. Pendant quelques temps, j'aurai un nouveau salaire, mais je ne vais pas dépenser. Et je vais consacrer les premiers mois au fait d'apurer ma situation, de rembourser petit à petit en s'organisant, soit avec le dossier de surendettement Banque de France, soit toi-même. Tu dois combien aujourd'hui, tu sais ou pas? Ouais, c'est autour des 10 000. Donc c'est pas non plus... mais c'est qu'après, quand on fait les crédits à la consommation, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ça se fait en 5 minutes. Nom, prénom, son RIB. C'est à peine incroyable. Et maintenant, c'est des virements instantanés. Donc moi, par exemple, quand t'es tenté de refaire et de refaire. J'ai perdu 1 000 €, ben, je vais faire un crédit de 2 000 € à 17,8% le dernier. Mais non. Non, mais moi, je peux vous faire un... À 17,8%. Oui, mais quand on est vraiment le... On donne pas les noms. Non, mais je voulais pas le dire, mais il y a quand même un grand banquier français qui m'a dit récemment, c'est du vol organisé. Voilà. Ouais. En fait, on se sert des gens... Il y a un moment où je suis désolé, mais... On se sert des gens un peu en difficulté. Regardez la télé, les pubs qu'il y a sur Internet, sur des réseaux sociaux. Ah ben, empruntez les French Day, empruntez 2 500 € sur un taux de 13%, vous les avez dans 3 jours, dans 3 heures. C'est génial pour les gens qui sont en galère. C'est l'inverse. C'est hallucinant, Guillaume. Tu peux pas imaginer. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, l'argent, ça fait des milliers d'années que ça marche de la même manière. Quand tu es raisonnable, tu en accumules petit à petit. Si tu en accumules, tu es obligé d'apprendre à l'investir. Si tu l'investis, tu fais des petits avec. Si tu fais des petits avec, tu deviens de plus en plus riche, etc., etc. Donc moi, ce que je veux, c'est que toi, tu as eu le courage de stopper cette spirale catastrophique dans laquelle le système t'emmenait. Maintenant, on va te mettre dans la spirale positive. On va te mettre dans la spirale de construction. On va te mettre dans la spirale où tu vas te sentir fier, où tu vas te sentir bien, où tu vas te sentir en charge, en contrôle, et où tu te diras plus, voilà. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en 1 heure d'explication, t'en sauras autant que ce que tu as besoin de savoir pour toute ta vie, en fait. Donc, c'est pas technique, c'est pas théorie. L'enjeu, ça va être de faire le travail émotionnel, de pas rester seul, de te faire accompagner personnellement. Ça peut être un pote, ça peut être un membre de ta famille, plus âgé ou plus jeune, peu importe. En ce moment, les jeunes, ils sont très forts sur ces sujets-là parce qu'ils se forment tout de suite, en fait, très jeunes sur les réseaux actuellement. Ça peut être aussi... il a quel âge, ton enfant? 8. Il a un peu un chouïa petit, mais il y a des premiers manuels d'éducation financière pour les petits qui sortent, et ça peut être une manière aussi pour toi de te connecter à lui et de lui apprendre ce que toi, t'aurais voulu savoir. Donc, en l'apprenant pour toi, tu peux lui transmettre directement, en fait. Donc, la première chose, c'est ça. Construire ton budget de l'année prochaine pour voir à quel rythme tu peux rembourser. Voir si tu peux le faire par toi-même ou pas. Donc ça, on va t'accompagner.
ou si le dossier de surendettement Banque de France fait du sens. On peut aussi contacter directement tes créanciers, les gens à qui tu dois de l'argent, pour voir comment ils peuvent éventuellement faire un effort, etc. etc. Donc, c'est le premier truc que tu as fait qui est très très bien, c'est que tu as arrêté, quoi. C'est-à-dire que tu as dit, là, stop. Le problème, c'est que je suis obligé, parce qu'après, mon fils ne comprend pas encore. Mais il n'est pas bête. Mais il Il ressent. comprend pas quoi, tu veux dire? Il ressent. Il va pas comprendre que son père, il a été en difficulté, tout ça, il est trop petit. Mais à force, là, s'il me voit dans une situation un peu inconfortable, on va dire, je sais pas si ça se dit, j'ai pas envie qu'ils sentent ça, qu'ils disent, mais attends, papa, en fait, t'es un tocard, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça, Ah, t'as peur Non, qu'ils grandissent et qu'ils disent, mais c'est quoi que j'ai comme père, quoi, en fait? C'est un père qui, pour s'en sortir, va emprunter à des voyous, qui va emprunter à des crédits de consommation. emprunter à des mecs pas... Ouais. Et c'est là où c'est compliqué. Parce qu'ils rigolent pas. Crédit à la consommation, tu rembourses pas. Voilà, c'est fichier Banque de France, tu peux faire de crédit, ils vont pas se mettre la main dessus. Quand c'est des créanciers un peu compliqués, ben, ils rigolent pas, quoi. Et dans les familles, ça crée des difficultés c'est comme dans les terribles. films, J'ai pu parler à mes parents pendant 3 ans. Je pense qu'ils vont regarder un jour cette émission, ils seront peut-être fiers. J'ai perdu, alors pas moi, la mère du petit, la dernière femme avec qui j'étais, à cause de ça. À cause de ce truc de dire, on fait des crédits, dans son dos, on n'en parle pas. On en revient au dire de ne pas en parler à sa femme. On n'en parle pas. C'est un sujet énorme. On cache de jouer, parce qu'on n'a pas envie qu'elle sache. On cache son téléphone, pas parce qu'il y a une fille, parce qu'il y a des crédits, parce qu'il y a des moins, parce qu'il y a des jeux. Et c'est ça qui fait mal. Moi j'aurais été... C'est des millions de gens. Je serais encore avec elle à l'heure d'aujourd'hui, par exemple. Là, Mais elle peut plus. Tu tues la personne en face. La personne, tu la tues émotionnellement. Elle m'a dit en partant, je t'aime, mais émotionnellement, je peux plus être avec toi. C'est dur d'entendre ça. Putain, c'est fou. Alors que ça pourrait être la femme de ma vie. Je pense que c'était, et je pourrais pas. Parce que je l'ai tuée. Et la mère du petit, ça avait un peu pareil. Après, à un moment donné, à 33 ans, il faut que... Mais après, c'est tout ce qu'on regarde aussi un peu à la télé, tout ce qui... C'est pas évident. Et puis tu vas avoir envie de refaire ta vie, d'avoir d'autres enfants. Peut-être que tu vas avoir envie j'aimerais avoir... T'as que 33 ans. Mais que ça va être quoi? C'est quand je vais rencontrer quelqu'un, ça va être le même truc. Il faut que j'avance, quoi. Donc c'est pas évident. Tu te restabilises et après tu... Et voilà, là, je me restabilisais, tranquillou, mais c'est pas évident. C'est vraiment des choses pas évidentes. Ah non, bah, ça c'est sûr. Hein. Qui peut t'accompagner là-dedans? T'as qui autour de toi qui peut être cette personne avec qui tu t'assois une fois par mois pour faire le point, pour regarder les comptes ensemble, etc. À l'heure d'aujourd'hui, ça peut être mes parents. Ouais. Parce que par exemple. On a reconnecté. Et je pense qu'ils seraient prêts à m'aider ou à m'écouter au moins. Tes parents, ils font leur compte tous les mois. Oui. Et ben voilà. Ah ben eux, ils ont jamais... Enfin voilà, mon père était conducteur de TGV, enfin, il gagnait bien sa vie, mais bon, c'était pas évident, quoi. Classe moyenne, normal. Mais ils ont, voilà, aujourd'hui, ils ont un peu de côté, ils sont... Alors, mais j'ai pas envie que ce soit eux qui m'aident, j'ai pas envie qu'eux ils me disent, bah, tiens, Thibaut, on te donne 10 000 euros. C'est pas le sujet, c'est de t'aider de manière émotionnelle, Ah, c'est-à-dire d'être à tes côtés. Je sais Et de t'aider à pas... Tu vois, moi je sais que quand je veux faire une connerie, j'appelle mon frère, j'appelle ma femme, tu vois, j'appelle un copain. C'est des réflexes que j'ai pris, parce que j'ai découvert tout ça, moi, en faisant l'éducation financière des autres aussi. Donc c'est beaucoup d'émotions, parce que ça me rappelle des souvenirs personnels aussi, et puis parce que le témoignage qui est le tien, c'est vraiment pour ça que j'ai fait le bouquin, quoi. C'est vraiment pour ça. Ok. La première chose à étudier, c'est est-ce qu'un dossier sur endettement Banque de France fait du sens? Je pleurais aussi, donc ça c'est... C'est pas le but. Moi je parle pas, c'est que... C'est pas le but. Je pense que là, le point de départ, là, c'est est-ce qu'il faut faire un dossier sur endettement Banque de France ou pas? C'est le premier truc, parce que ces crédits-là, il faut soit les allonger, soit baisser le taux ou quoi, mais il faut absolument sortir de là, quoi. En fait, le dossier de surendettement, en gros, j'ai une ligne financière de 3 700 €. Bon, Okay. Ils attendent que je paye. Qui me bloquent. J'ai 3 chèques impayés, mais de 2 000 ou 3 000 € qui se bloquent. Le problème, moi, j'ai déjà fait un dossier de surendettement il y a 3-4 ans. D'accord. Le problème, c'est que comme pour faire mes leçons de tennis et mes leçons de paddle, il faut que je sois libéral. Oui. Et pour faire un dossier de surendettement, il ne faut pas avoir une activité à côté. Ça, moi, j'ai fait le dossier. Ça, c'est totalement absurde. Et ils m'ont dit, vous devez fermer votre activité. J'ai dit, non, mais moi, c'est ce qui me permet De vivre. de survivre, enfin d'essayer de faire un peu des trucs quand même pour ne pas dire, je passe mes journées chez moi dans mon lit. Et ben il dit, sinon, c'est pas le problème. Ok. Bah là, on va appeler des copains, parce que là, il faut te mettre entre les mains de gens qui vont t'aider. Donc, je pense que si tu en es d'accord, moi, j'ai des copains qui sont banquiers, qui sont formateurs bancaires, qui ont aussi des comptes sur les réseaux sociaux, tu vois, qui créent des contenus d'éducation financière pour beaucoup de gens.
Et ouais, là, il ne faut pas que tu restes seul face à ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, si tu en es d'accord, on va t'ouvrir un compte sur Trade Republic. Je l'ai fait, j'ai commencé tout à l'heure. Et nous, on va mettre 1 000 € dessus pour te donner une petite respiration déjà, te permettre peut-être aussi d'épargner un petit peu avec cet argent déjà, tu vois, de commencer à te constituer une première, c'est ce qu'on appelle une épargne de précaution. C'est ce qui t'a manqué ces derniers temps. C'est ce qui a fait que tu as dû emprunter de l'argent aussi à des proches ou à des amis ou quoi. C'est l'absence de cette épargne de précaution. Et en fait, un très bon aspect, je pense, ça va être pour toi de te concentrer sur l'éducation financière de ton enfant. Ça va être vraiment très important. Et de trouver quelqu'un pour t'accompagner dans ta vie personnelle sur ces sujets-là. Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ta mère? Est-ce que c'est un cousin? Peu importe. Et moi, avec ce compte Trade Republic, on va t'aider à le placer aussi, on va t'aider à le sécuriser. Ça rendra ton enfant fier. Et je peux te garantir un truc, c'est que dans la culture d'aujourd'hui, faire ce que tu es en train de faire là, d'être transparent, d'être authentique, c'est ça qui sera valorisé. Ouais, c'est pas d'avoir eu des difficultés qu'ont des difficultés de millions de gens, si tu veux. Donc, merci d'être là. Ouais, mais et on pense fort à celles et ceux qui sont dans la même situation que toi. On va trouver des associations, il en existe aussi. Je pense au réseau Crésus, je pense au Secours Populaire. Enfin, il y a plein d'associations qui font ça. Je redis, mais Too Good To Go pour la nourriture, c'est fabuleux. Enfin, c'est des repas à moitié prix pour éviter du gaspillage alimentaire. Donc tu fais d'une pierre deux coups. Tu gaspilles pas ta thune, tu gaspilles pas la bouffe. Des solutions comme celle-là, on va toutes te les présenter. Ensuite, on va mettre en place, parce que ton cas est spécifique, effectivement, des réunions avec mes amis banquiers. Et on va analyser ton dossier de surendettement Banque de France parce que, avec un peu de savoir-faire interne, un vrai savoir-faire de banquier du quotidien, on va trouver une solution pour que, dès janvier, ta situation soit débloquée. Est-ce qu'il faut réorganiser cette dette-là? On va voir. Les montants sont pas énormes en plus. Non, t'as un CDI qui arrive. Tu bosses. Ouais. Et puis, en plus, si je te ressens correctement, je crois que tu es quelqu'un de courageux et de travailleur, et que peut-être que ces cours, cette activité libérale, tu vas peut-être la poursuivre aussi en parallèle. Je vais la poursuivre. Voilà. Si on pourrait mettre un peu de... Il y a deux solutions. Il y a la solution qui consiste à baisser tes dépenses. Là, je pense que tu es déjà, toi, très serré. Peut-être davantage aussi faire appel à des aides sociales. Je ne sais pas si tu as les APL, la CAF, etc. Ça, c'est des choses... Tu vois, c'est pareil. Tu n'as peut-être pas eu l'idée de faire les démarches. Il y a plein d'aides. Des gens comme Thibaut ne savent pas qu'elles existent. Il y a forcément des aides du département, de la ville, de la CAF, auxquelles tu as le droit et que tu ne vas pas chercher. Donc, ces étapes-là, aller chercher les bonnes aides, voir le dossier de surendettement pour étaler la dette, etc., pour redonner de l'air. Faire le budget, une fois par mois, s'asseoir avec un proche pour le faire. Et le petit coup de pouce de 1 000 € sur Trade Republic pour que Noël se passe bien aussi. C'est gentil. Voilà, c'est normalement ce qui va te permettre de te lancer. Ensuite, moi, je vais te donner 2-3 comptes sur les réseaux sociaux à suivre aussi, parce que comme ça, tu ne seras plus jamais tout seul, en fait. Tu ne seras plus jamais tout seul. La situation, aujourd'hui, que tu exposes, si tu l'avais exposée très précisément, en donnant tous les détails, de manière anonyme, sur Reddit, il y a un groupe qui s'appelle, que j'adore, un forum sur Reddit, qui est un réseau social, et c'est des forums. Il ne peut pas y avoir d'entreprises qui font de la pub, il ne peut pas y avoir de commerciaux, c'est que les vrais gens. Et sur Reddit, il y a un groupe qui s'appelle Vos Finances. Et dessus, tu as des mecs qui ont 500 000 € à investir, et des mecs qui ont 0 € qui ne savent plus comment finir le mois. Et il y a une vraie expertise, et donc tu peux exposer ta situation et recevoir instantanément des conseils de qualité professionnelle par dizaines dans la matinée, quoi. Okay. C'est magnifique. Donc moi, j'ai vu plein de gens se sortir de difficultés grâce à ça. Okay. Donc voilà, tu ne seras plus jamais tout seul, mec. Tu ne seras plus jamais tout seul. C'est gentil. Non, mais c'est des choses pas évidentes. Voilà, c'est pareil. Les aides, il y en a. Mais il y en a, par exemple, voilà, moi, j'étais donc à France Travail. Voilà. Du coup, j'ai dit, il y a de l'aide à mobilité pour la voiture. Ouais. Très bien, machin. Mais je gagne 45 € de trop. Pas d'aide à la mobilité. Et la voiture, 45 €, c'est que dalle. Mais c'est des aides qui vont jusqu'à 6 000 €. Parce que les aides, même si je n'ai pas tout ce que vous m'avez dit, mais j'en ai. Mais il n'y a rien fait pour ouais, à chaque fois, tu ne tombes pas dans le truc. Parce qu'on gagne trop. 1108 €, c'est pas assez. C'est rien. Surtout que j'ai un loyer 850. Mais pourquoi j'ai un loyer si cher? Ouais, ça c'est un vrai sujet.
C'est parce que quand on n'a pas d'épargne et qu'on n'a pas de travail, on va avoir quelqu'un, oui, il nous faut un loyer, 2 mois de caution, et tout ça, et des fiches de paye. Donc moi, j'ai trouvé quelqu'un qui fait du Airbnb, qui le loue 6 mois dans l'année, qui est tout meublé. Qui t'a arrangé, quoi. Qui m'a arrangé. Mais qui est un peu trop cher pour toi. Et je ne peux pas demander la CAF sur quelque chose qui n'existe pas, quoi. Je sais pas si j'essaie de... T'as pas de bail? Exactement. D'accord. Donc en fait... C'est une précarité dans laquelle sont des millions de gens. Ouais, en fait, et du coup, tu dois mal dormir, et puis le lendemain, t'es restressé. Enfin, c'est un cercle qui est... Le seul truc où je suis bien, c'est quand j'ai le petit. Mais voilà, le petit, je l'ai le week-end, il faut que je demande à un copain, ben, tu me prêtes la voiture parce qu'il faut que je l'emmène là. Même en tant qu'homme et en tant que fierté, bien sûr. c'est horrible. C'est terrible. Des yeux... Et ça te donne même... Le pire, c'est que ça s'entretient après. Parce que comme tu te sens pas fier de toi, t'oses pas poser des questions au banquier, challenger, etc. Non, Et c'est vraiment ça, quoi. C'est se sentir légitime. C'est intéressant, l'émission. Hein. Et je te remercie, ça va aider beaucoup de gens. J'ai fait ce que je... Voilà, c'est pas... Voilà, c'est à cœur ouvert, parce que sinon, je le fais pas. Mais voilà, des gens qui n'ont pas de voiture, c'est compliqué. Voilà, moi, j'espère qu'on va trouver des solutions ensemble, c'est génial. Voilà. Mais voilà, la voiture, comment je fais? J'ai 2h30 de métro. Et des fois, il est pas, et des fois, machin. Je peux pas, c'est pas possible de faire ça. Ouais. C'est ingérable. Mais même une voiture, je sais pas là, dire je veux un Q3, quoi. Clio 1. Ouais, tu t'en fous, quoi. Ouais. Scooter, n'importe quoi. Mais juste pour me dire, le week-end, je vais chercher mon fils chez mon ex-femme, je vais avec une voiture, je reviens avec une voiture. S'il veut... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister les priorités. On va mettre en place le budget de l'année prochaine sur base du nouveau CDI comme ça. Et on va voir si ça rentre. Et tu vas peut-être trouver un appart après avec le CDI un peu c'est moins évident. cher et comme ça, tu gagnes encore plus. Ça, c'est la et après, il y aura des étapes 2 d'épargne, de machin, de trucs, mais déjà, ouais. La première étape, là, c'est de rembourser, enfin, de mettre la dette sous contrôle. Mais je le fais pour moi, parce que c'est important d'être bien soi, et je veux que mon fils soit fier de moi, quoi. Bah, c'est normal, c'est le but de tout tout la base d'un homme, quoi. Ouais. Moi, je rendais fier mes parents, d'accord, mais mon fils, c'est que... Moi, il me voit encore comme un héros, comme un roi, parce qu'on partage le foot, parce qu'on partage le paddle, parce qu'on partage plein de choses ensemble. Et j'ai envie que, voilà... À l'adolescence, t'as envie qu'ils comprennent ce que t'as fait. Voilà, qu'ils disent, peut-être qu'un jour, qu'ils tombent sur ça, ils disent, mais en fait, mon père, il est fort. C'est arraché, quoi. Il est costaud, quoi. Ça a été dur parce qu'il a fait des mauvais choix. Je dis pas que la vie a été dure, c'est Tout le monde fait des mauvais choix. Hein? Tout le monde fait des mauvais choix. Mais moi, surtout quand la pub t'encourage à le faire, surtout quand... Voilà, c'est quand même le gros problème. C'est la publicité. Hein. C'est horrible. C'est horrible. Pour les gens qui sont en détresse, on pense que c'est de l'argent facile. Alors, c'est peut-être un autre débat, mais... Non, quand on voit 100 Moi, euros... j'ai eu l'occasion de le dire, tu sais. Dépôt 100 euros, dépôt gagné, surgagnant, enfin plein de choses. Mais quand on met 100 euros, déjà on ne gagne jamais, ou très rarement, et on s'enterre. Et on s'enterre. Donc je dis aux gens qui vont regarder ça, arrêtez de jouer. Arrêtez de jouer, arrêtez d'emprunter. Allez voir Mathias, allez voir Guillaume sur les jambes, ils trouveront des solutions. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a littéralement, je pense, au moins une centaine déjà de banquiers qui se sont lancés sur les réseaux sociaux, en fait, parce qu'ils en ont marre. Et donc, j'en connais plein, moi, qui arrivent sur les réseaux sociaux. Donc, ce savoir-là, technique, il est en train d'arriver là, en ce moment, partout sur les réseaux sociaux, avec des mecs dont c'est le métier, quoi. Des filles dont c'est le métier. Et ça, c'est... Ça ouvre bien les yeux, l'émission. Hein. Même pour vous tous qui regardez, mais même si voilà, vous n'êtes pas forcément dans ce schéma exact, mais vous pouvez avoir trouvé dans différents schémas. Mais c'est hyper intéressant de voir qu'il y a plein de choses, la gestion du budget et tout. Merci beaucoup d'être venu. T'es venu comment, là? En train. On t'a pris un train, c'est ça, billet de train? Ouais, c'est un train. Il est arrivé parce qu'il y a eu des problèmes ce matin. Moi, je suis arrivé, c'est bon. Je suis réveillé hier, tranquillou. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. C'était un plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. Souci. Il va te suivre et voilà, comme ça, déjà, il a mis 1 000 € sur le compte pour toi. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Merci. Et surtout, il va t'accompagner. C'est aussi ça le plus important, c'est-à-dire quelqu'un aussi voilà, qui va te suivre. Merci beaucoup, Thibaut. Merci. On va faire rentrer Annabelle pour terminer. Dernier profil. C'est chargé, hein, l'émission. Hein, mais moi, je le sais parce que c'est ma vie depuis 2 ans. C'est vraiment mon quotidien. Donc, ouais. C'est un moment important, je pense. Allez, pour terminer, Annabelle. Bienvenue, Annabelle. Merci. Merci d'être là, merci d'avoir répondu. Je sais que tu étais un peu stressée avant. C'est pas facile de passer sur un plateau. Non, c'est pas facile. On en a conscience, t'inquiète. Mathias est très bienveillant et n'a pas d'intérêt là pour le coup, donc il va être que bienveillant. Et c'est important d'avoir un banquier comme ça qui, une formation de banquier qui va te donner des conseils sans avoir, tu vois, quelque chose à tirer. En fait, c'est peut-être un point de vue sur le sujet aussi qui est un peu différent parce que j'en ai souffert moi-même en fait, des problèmes avec l'argent et dans ma famille et auprès de mes proches et moi-même.
Et j'en ai ensuite gagné, et j'ai vu que c'était un problème aussi. Et là, aujourd'hui, je vois sur les réseaux qu'il y a une demande, un besoin de dingue d'aide, d'accompagnement. Donc, on fait ce travail-là, et merci d'être là pour le faire avec nous. Merci à toi. Donc toi, tu as 28 ans. Oui. Tu viens de Vendée, Ouais. Sables-d'Olonne. Un peu au-dessus des Sables d'Olonne, ouais. Un peu au-dessus. Tu es en recherche d'emploi pour l'instant. C'est ça. C'est ça, dans les RH, toi. Ouais, dans la gestion de la paye plus particulièrement. D'accord. Tu es en couple. Oui. Je donne tout parce que c'est important pour Ouais. la gestion d'un budget, c'est différent. Et tu n'as pas d'enfant. Non. C'est ça. Tu as malheureusement perdu ton papa il y a 1 mois. Donc Oui. Condoléances, on a appris là. Tu vas avoir un héritage. Mhm. Et parce que là, on a des profils très différents. C'est justement sur l'argent, donc ça peut être on n'en a pas assez, comment est-ce qu'on essaye de remonter le budget, ou est-ce que quand on touche un héritage, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est une vraie question qui arrive à beaucoup de gens malheureusement chaque année. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le place? Est-ce qu'on le met sur un compte? Est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'on achète quelque chose avec? De quoi tu avais besoin, toi, comme conseil exactement? Au-delà du choc du décès, ensuite il y a eu tout côté administratif. Forcément on pense à cet héritage parce qu'il avait quand même un petit peu d'argent de côté, il venait de vendre une maison. Et je me suis dit, en fait, je vais me retrouver du jour au lendemain avec certainement une somme assez importante d'argent sur mon compte courant. Et en fait, je me suis dit, mais ça me paraît impossible de garder ça sur un compte courant. Il faut forcément que j'en fasse quelque chose. Et je ne sais pas quoi en faire. J'ai peur finalement de pas le mal gérer, mais en tout cas de ne pas savoir le faire fructifier, pas le placer correctement. De le gâcher. Voilà, c'est ça. Tu vas toucher 100 000 € environ. Oui, à peu près, oui. Toi, tu as un salaire de 1 200. C'est Là, tu es au chômage, Ouais. mais ça sera à peu près ça. Ouais. Loyer de 385, parce que vous payez chacun la moitié C'est avec ton chéri. Course 250 €, donc il reste 565. Pour donner un peu ton budget actuel, pour voir s'il y a besoin de ponctionner dedans, etc. Tu as des charges, 50 € par mois entre électricité, Internet, tous ces trucs-là. Okay. Voiture, prêt plus essence 340, il reste plus que 175. Après, tu as des loisirs, sport, shopping, resto, toutes ces choses aussi. Il te reste environ 100 €, grosso modo, aujourd'hui par mois. Donc, elle arrive à mettre de côté 100 € par mois, Annabelle, et donc elle va toucher 100 000 €. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus intelligent pour faire fructifier l'argent, pour ne pas le gâcher? Alors, il y a beaucoup de choses, déjà. La première chose, c'est qu'il y a, de mémoire, c'est quelque chose comme 400 000 personnes qui ont un héritage chaque année en France. Donc, c'est une situation dans laquelle tu es aujourd'hui qui est triste et qui est très répandue. Ensuite, tu es dans une situation où tu ne te sens peut-être pas légitime ou capable ou à même, en tout cas, de t'en occuper. Je me dis que c'est pas mon argent, en fait. J'aurais l'impression, si j'en fais quelque chose de mal, que j'ai gâché de l'argent qui n'est pas à moi. C'est parce que, comme l'ensemble des gens, tu penses qu'il y a une meilleure manière de gérer cet argent. Oui, c'est doublement plus important pour toi, comme c'est un héritage, de faire attention à comment tu vas l'utiliser pour pas gâcher l'argent, et avoir l'impression de trahir tout le travail qu'a fait ton père. Exactement. Il y a beaucoup de choses. La première chose qu'on peut dire, peut-être de manière pédagogique, c'est que souvent, quand une question d'argent se pose, elle se pose en plus d'un sujet déjà émotionnellement chargé. Ça peut être une séparation, ça peut être éventuellement un mariage, ça peut être un décès, ça peut être une naissance, ça peut être... Souvent, quand une question d'argent se pose, il y a déjà un terreau émotionnel fort. Et ça fait parfois faire prendre des mauvaises décisions. Donc là, ce que tu ressens est parfaitement légitime, et je pense que la plupart des gens ressentent ça aussi, quand ça leur arrive. Et l'enjeu, c'est de t'aider à réaliser qu'il n'y a pas de meilleure manière possible de gérer cet argent. Il n'y en a pas. C'est parce que l'argent, c'est pas dans ma tête, en tout cas moi, c'est pas une valeur en soi, c'est pas un objet, c'est pas un être, l'argent. C'est pas quelque chose... L'argent, c'est un outil. L'argent, c'est quelque chose qui sert à faire des choses. Et donc, dans ton cas, la première chose à faire, on va parler de ton budget après, parce que du côté du crédit auto, là, il y aura un truc à faire. Mais parce que plutôt que de détruire de l'argent dans un crédit à la consommation, on peut peut-être le rembourser par anticipation grâce à cet héritage. Et au lieu, en gardant la même somme tous les mois, au lieu de le rembourser dans un crédit, de l'épargner et de l'investir.
la même somme sur le budget. Donc ça, c'est une première chose importante que va permettre l'arrivée de cette somme d'argent. Ensuite, la seule question qu'il faut te poser, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Pas de cet argent, mais quels sont tes projets? Parce que une somme comme celle-là, donc c'est une situation qui est très standard. C'est-à-dire, c'est à peu près la somme moyenne qu'il y a dans un héritage en France, etc. Donc on est sur une situation qui arrive à beaucoup de gens. Et alors, tu as 99% des gens à qui ça arrive, ils sont là. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu veux rembourser le crédit de son appartement? Ils sont seuls avec leurs émotions. Ils sont seuls avec leurs émotions. Il y a personne qui va les accompagner tout de suite sur cette situation-là, à part des gens qui veulent leur vendre des trucs. Donc, c'est vite fait de se faire prendre 15 000 balles de frais sur 100 000 euros. Hein. En gros, c'est qu'est-ce que tu veux faire, toi là? Donc, la première question, c'est quels sont tes projets? Parce que cet argent, il peut servir, si tu es dans une démarche, c'est venu de ton père, tu veux que cet argent, tu le transmettes un jour à tes enfants, par exemple, c'est une information essentielle pour moi, pour te dire quelle est la meilleure manière aujourd'hui de faire ça. Ça peut être aussi de constituer un apport pour dans 2, 3, 5, 10 ans, vouloir acheter une maison. Ça peut aussi être de vouloir préparer les futures études de tes futurs enfants. Ça peut être de vouloir faire un voyage. Ça peut être de créer un capital pour monter une entreprise. Mais ça peut être les deux, sinon. Ça peut être plein de choses. Dire, tiens, je prends 10 000 pour ça voyager, peut être plein de choses. Trucs, et donc, pour... la première chose, c'est d'accepter qu'il n'y a pas de meilleure manière de faire fructifier cet argent. Décomplexer. C'est essentiel de comprendre ça. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est un génie de la finance, un Mozart de la finance, qui serait optimal pour te faire ça. C'est pas vrai. Je l'ai déjà dit dans les émissions précédentes, mais 90% des gens qui gèrent des fonds et qui vont te tomber dessus à bras raccourcis quand tu arrives avec 100 000 euros, 90% d'entre eux, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude chiffrée, etc. Tous les ans, depuis 40 ans, ils n'y arrivent pas. 90% d'entre eux, ils font moins bien qu'un bête indice boursier comme le CAC 40 ou le S&P 500, qui est le CAC 40 américain. Donc ça, c'est dingue déjà. Mais personne ne le sait. Donc toi, le premier risque, c'est qu'il y ait des gens dans les banques, dans les sociétés de gestion, peu importe, qui te tombent dessus et qui te prennent beaucoup de frais sans vraiment t'aider. C'est ce qui arrive à l'immense majorité des gens. Avant, c'était pas grave, c'était les 30 glorieuses, il y avait de la croissance, en France, on avait de l'argent, et si on payait beaucoup de frais, c'était pas très grave. Aujourd'hui, c'est vraiment merde. Donc, la première chose, c'est quels sont tes projets? Est-ce que tu le sais déjà? Est-ce que tu as des idées, des choses que tu as envie de faire, et que cet argent pourrait te permettre d'accomplir? La première des choses, je pensais évidemment rembourser mon crédit auto, qui me reste 10 000 euros à payer à l'heure actuelle. Okay. Et j'avais un projet de base, un projet immobilier. Je peux te demander juste sur ce crédit auto, il est à quel taux? Tu as une idée du taux ou pas? J'ai un gros trou de mémoire, je me souviens pas du tout. Ça, je m'y attendais. Hein, parce que c'est l'immense majorité des gens, quand tu leur poses la question, ils ne savent pas y répondre. Donc, sur ton crédit auto, la première chose à faire, c'est de regarder s'il y a des pénalités. Si tu fais un remboursement anticipé, si oui, on peut discuter, il faut négocier, voilà, c'est des choses qui peuvent se négocier, se discuter. Il faut calculer combien ces pénalités vont te coûter par rapport aux intérêts que tu aurais payés. Donc c'était pour faire ce calcul que je te demandais à quel taux il était. La probabilité qu'il soit un taux très faible, qui pourrait justifier qu'en fait, au lieu de le rembourser, on pourrait placer cet argent et que ça rapporte plus que ce que le crédit coûte, c'est peu probable sur un crédit auto. Ça se regarde en tout cas. Donc sur ton crédit, pour savoir s'il faut le rembourser, c'est combien d'intérêts je vais payer jusqu'à la fin si je continue. Et ce calcul-là, c'est ce que les vendeurs de crédit ont beaucoup de mal à t'aider à faire. Il faut le faire en euros. Je sais qu'il y a des documents officiels qui sont remis, etc. Mais de dire aux gens dans la phrase principale, le montrer, etc. En gros, c'est un tableur, c'est de dire, tiens, combien ça coûte si je rembourse mon crédit, combien ça coûte si je place l'argent, les 10 000 euros, finalement sur un compte qui rapporte plus. Si c'est par exemple un crédit qui est à 3%, enfin, ce serait peut-être plus, hein, mais 6 ou 7% un crédit auto, et ben si jamais... ça vaut le coup de le rembourser. Ça vaut le coup de rembourser. Si c'est en dessous de ce que tu vas pouvoir placer ailleurs, il faut mieux placer l'argent. Parfois, ça ne vaut pas le coup de rembourser. Exactement, ouais. Et en fait, c'est assez simple à calculer, en vérité. Et c'est une décision qui est relativement simple à prendre. Donc cette partie-là, ce qui est intéressant si tu le rembourses, c'est que ça libère du budget. Dans ton budget à toi, donc si on oublie les 100 000, dans ton budget à toi, ça te libère un budget d'épargne et d'investissement.
Donc, si tu n'as pas encore, je crois que tu as déjà de l'épargne de côté. Un petit peu. Un petit peu. L'enjeu, c'est d'avoir 6 mois de revenus à peu près. Ok. Donc ça, c'est assez facile de calculer combien en mettant 200 € par mois de côté, au bout de X mois ou X trimestres, tu vas finir par avoir ton épargne de précaution sur un livret en fonction de ta situation. Il y a les livrets A, il y a le LEP, enfin il y en a plusieurs. Des livrets qui permettent de battre l'inflation actuellement. C'est pas toujours le cas, donc il faut se méfier, mais à l'heure actuelle, il y en a. T'aimerais faire quoi d'autre à part la voiture? J'avais un projet immobilier de base à 1 à 2 ans. Donc oui, ça pourrait constituer un apport. Là aussi, je suis un peu perdue parce il y a 2 discours. Il y en a qui disent qu'il faudrait mettre un minimum d'apport et payer un maximum de crédit. Et d'autres qui disent on pourrait presque payer cash. Enfin, plus on peut payer cash, mieux c'est. Et entre ces 2 discours... Ça dépend. Tout est vrai, en fait. C'est ça. En fait, ça dépend de ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire, est-ce que le crédit, il coûte plus cher que ce que l'investissement pourrait me rapporter? Par exemple, moi, j'ai eu du bol. J'ai acheté une maison au début de 2020. Pareil. Et les taux étaient extrêmement bas. Donc, moi, j'ai un crédit immobilier à 1%. Ah ouais, putain. Donc, c'est tu serais pas banquier, 1,05, tu vois, peut-être. Et donc, j'ai la chance d'avoir un crédit immobilier. Ce crédit-là... T'as pas intérêt à le rembourser? J'ai aucun intérêt à le rembourser par anticipation, jamais. Et ce crédit-là, j'avais aucun intérêt à ce moment-là à mettre un apport important. Parce que, en fait, cet apport que j'aurais mis dans la maison, j'aurais pu l'investir et gagner beaucoup plus que 1% avec. Okay. Donc, en fait, l'enjeu pour toi, c'est de savoir, OK, moi, je veux emprunter, tu dis, dans 1 an ou 2. Est-ce que tu sais où en sont les taux du crédit immobilier actuellement? Pas du tout. Je sais qu'ils sont en train de baisser. Après, ils avaient bien monté. Mais ils étaient très hauts, ouais. Ils étaient très hauts et ils sont en train de baisser, apparemment. Exactement. De toute façon, l'émission, elle a pour but de durer. Donc, c'est-à-dire que, peu importe quand vous regarderez ça, il faut juste regarder le taux au moment où vous allez regarder l'émission et le taux de votre crédit si vous voulez rembourser un crédit et le taux de combien vous pouvez gagner si vous placez votre argent, en fait. C'est quelque chose qui va évoluer. Oui. Limite de mois en mois et de semestre. Enfin, tous les 6 mois, ça peut vraiment évoluer. Hein. Oui, bien sûr, mais dans les périodes de ces 100 dernières années, c'est quand même des mouvements qu'on appelle cycliques. C'est le cycle des taux. Et les taux, par moment, ils montent, par moment, ils baissent, et après, ils remontent. Il faut acheter quand c'est haut ou quand c'est bas? Il faut faire un maximum de crédit, en théorie, évidemment, sans faire du crédit à la consommation. Le crédit d'investissement, c'est le crédit immobilier, c'est le crédit d'investissement, pas le crédit de consommation. Le crédit d'investissement, il faut le faire quand les taux sont bas. Quand les taux sont bas, les personnes qui ont de l'argent s'empressent de faire des crédits à taux bas, parce que c'est ce qui permet de s'enrichir, en fait, tout simplement, quand tu t'en sers pour investir. Ouais. Je pense que là, de cette émission, s'il y a un des trucs... Avant, on a parlé des crédits à la consommation. Parce que les crédits à la consommation, c'est une cata. Quand tu les empiles les uns sur les autres, ça peut... Enfin bref. Donc, le projet immobilier, il fait énormément de sens. Dans 1 an ou 2, les taux vont probablement être plus bas qu'aujourd'hui, sauf s'il y a un changement encore, mais en tout cas, en ce moment, ils baissent. Donc, faire un emprunt immobilier avec un apport relativement faible sur un taux bas, ça fait du sens. Ouais. Si les taux restaient à 4%, là, effectivement, avoir le maximum d'apport pour que le crédit soit le plus petit possible, ça fait complètement du sens. Okay. Est-ce que tu sais comment on fait pour faire travailler de l'argent sur 1 an ou 2? Pas du tout. D'accord. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est très simple. Il y a ce qu'on appelle soit des obligations, soit des comptes à terme. Okay. Donc, dans ce type de situation, cet argent-là, tu vas juste le prêter à quelqu'un qui va te rendre de la performance dessus, de l'intérêt. C'est la banque qui le fait, c'est pas toi. Alors, soit tu le fais par toi-même sur des plateformes, tu peux acheter une obligation. Acheter une obligation, c'est prêter de l'argent à quelqu'un. Okay. Sauf qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, les applis, les trucs, les bidules, entre autres Trade Republic, mais pas que, eh ben, au fait, si tu veux prêter tes 100 000 € à l'État français et que l'État français te donne 3-4% dessus en échange du fait que tu lui prêtes l'argent, c'est possible. Une société... Ça peut être LVMH. Je l'ai vu sur Trade Republic, j'ai regardé, j'ai pas compris. La France, l'Italie, etc. Ce que c'était. Ben voilà, c'est les obligations. Et t'as pas compris parce que les gens n'ont pas l'habitude de l'acheter en direct. Et ça s'appelle une obligation parce que la personne est obligée de te rendre l'argent à la fin. Okay. Tu peux prêter à l'État français. Ouais. À l'État, aux États-Unis. Après, ils s'endettent encore plus, les États. La Roumanie. En fait, ils font du crédit à la consommation, finalement, mais... C'est un peu le problème, ouais, c'est que les États font du crédit à la consommation alors qu'ils devraient faire du crédit d'investissement. Que l'État français emprunte de l'argent pour investir dans l'intelligence artificielle, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est plutôt une bonne idée. Ouais. Que l'État français emprunte de l'argent pour payer les salaires, c'est pas une bonne idée. Donc, dans ton cas, si tu as un projet immobilier, le mieux est que c'est à 1-2 ans,
Le plus évident, le plus simple, en tout cas, on verra dans ton cas ensuite, mais le plus évident, c'est d'acheter une obligation, de prendre un compte à terme, c'est-à-dire de quelque chose de très peu risqué. Je ne vais pas te dire de mettre tout ça en bourse pour un an ou deux, ça ferait aucun sens. D'accord. Celui qui te dit qu'il peut battre la bourse sur un an ou deux là, avec cet argent-là, Ouais. c'est pas bon du tout. Un compte à terme, c'est combien les pourcentages? Ça dépend beaucoup. Il y a des banques qui ont besoin d'attirer du funding, donc d'attirer de l'argent, donc elles vont faire des taux plus élevés. Tu as entre autres les banques en France automobiles qui ont besoin de cet argent-là. Donc tu avais à une époque le meilleur livret en France, c'était un livret d'une banque, d'un constructeur automobile. Quel constructeur automobile a une banque? Renault et Peugeot, les deux, ils ont Ah bon? Peugeot Banque et Renault Banque. Mais non. Mais si, et le livret d'épargne le plus... parce que c'est des entreprises, les constructeurs industriels, les constructeurs automobiles, qui ont besoin d'attirer de l'argent. D'accord. Et plutôt que d'emprunter de l'argent pour leurs usines à la banque, ils font des livrets des gens, si tu veux. Mais c'est quoi les C'est un taux? peu moins cher. Donne-moi un taux moyen. 3%, tu vois, un truc comme ça. Et à l'époque, le livret Distingo, vous l'avez tous vu la pub pour le livret Distingo. C'était un livret de Peugeot. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut ça, c'est des placer comptes 100 à 000 terme. ou 80 000. Bien sûr, et tu vas voir ta banque, tu lui dis crédit. je veux placer 100 000 sur un compte à terme, ils vont te donner un taux qui est en général inférieur à une obligation et qui est sans risque du tout, puisque là, ton argent, il peut rien lui arriver. Donc dans un an, tu as 103 000 ou 104 000. C'est ça. Et après, tu auras 3 ou 4% de 104 000. Donc tu auras un peu plus que... Exactement. Ok. Et donc, après, tu as des obligations, et après, tu as l'étape d'après potentiel, qui consisterait à vouloir investir à long terme. D'accord. Ça, c'est si tu vois que dans 2 ans, ton projet immobilier, en fait, le crédit, tu vas le faire à 1,5%, c'est peut-être pas la peine de mettre beaucoup d'apports dedans, parce qu'un crédit à 1,5%, c'est bien, l'immobilier, normalement. Et à ce moment-là, cet argent-là, tu vas peut-être pouvoir l'investir à long terme. D'accord. Et là, le mot-clé, il est très simple. C'est de l'actionnariat. Par exemple, Ok. c'est de l'investissement. Et tu peux investir dans plein de trucs. Et je voulais simplement te présenter à toi, parce que c'est un concept, moi, qui me tient beaucoup à cœur. C'est que quand on veut... moi, depuis des années sur les réseaux sociaux, je dis aux gens d'investir tous les mois des petites sommes. Parce que ça permet de diversifier dans le temps. Tu diversifies pas que ce que tu achètes. En achetant tous les mois de manière automatique, tu as diversifié dans le temps. Et du coup, tu as la performance moyenne. Le problème qui se pose aux gens qui touchent un héritage, c'est qu'ils ont une grosse somme d'un coup. Donc, tu peux tout à fait imaginer avoir cet argent-là, quand tu veux l'investir à long terme, sur un compte, et tous les mois, en prendre un petit peu pour l'investir. C'est-à-dire pas tout investir d'un coup. D'accord. Et pendant ce temps-là, cet argent, il est sur un compte qui rapporte, des livrets, des comptes à terme, etc. Si tu t'aperçois que tu veux l'investir, cet argent, parce qu'en fait, tu n'en auras pas besoin dans un an ou deux, mais tu en auras besoin dans 10 ans, 15 ans, par exemple pour les études de tes enfants, à ce moment-là, il y a un concept que je voulais introduire, que je n'avais jamais introduit, qui est quand tu dois mettre beaucoup d'argent d'un coup, il y a ce qu'on appelle le portefeuille tout-terrain. Le portefeuille tout climat, tout temps. C'est un très grand investisseur américain qui l'a construit, qui s'appelle Ray Diallo, et qui permet qui est le portefeuille qui est censé résister à tous les cycles économiques, justement. C'est-à-dire que tu mets par Très exemple longtemps. 1% d'or, 2% de cuivre. Exactement. C'est ça? C'est à peu près ça. Et là, Enfin, un peu de partout, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai expliqué aux gens que le mieux pour investir, c'était les actions, à condition de diversifier. Pourquoi? Parce que ça marche. Ok. Et en l'occurrence, avant, c'était très difficile de diversifier. Aujourd'hui, c'est très facile parce qu'il existe des produits qu'on appelle les ETF, qui sont des manières d'acheter en une seule fois 1500 actions d'un coup. Donc, tu es tout de suite diversifié, c'est beaucoup moins risqué. Et comme le savoir investir est en train de se diffuser sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu. Oui. Mais quand on a une somme d'un coup, c'est moins facile parce que je ne peux pas te dire aujourd'hui de mettre tout dans les actions tout de suite là d'un coup. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans les 6, 12, 18 mois. Ma conviction personnelle, c'est que ça va continuer de monter pour les 50 prochaines années. Mais c'est une conviction personnelle. Donc là, il y a un portefeuille tout-terrain et il fallait d'abord que j'introduise des obligations pour ça. Ça consiste à avoir et des actions occidentales de pays développés et des actions des pays émergents et des obligations d'entreprise et des obligations d'État et de l'or et au XXIe siècle, un chouïa, une touche comme ça de Bitcoin. Et quand tu fais ça, tu peux même rajouter des métaux industriels, pas que de l'or. Tu prends aussi d'autres métaux, le cuivre, etc. Matières premières. Tu as tout.
D'accord. Et quand tu as tout, c'est le plus diversifié possible. Donc moi, si j'avais 100 000 € qui tombaient et que je voulais les investir à long terme, je pense que je ferais ça. Ok. Long terme, c'est une fourchette. Ça commence à 10-15 ans. D'accord, ok. 12, 13 ans. En dessous de 10 ans, c'est du moyen terme. D'accord. Voilà. Pour moi, en dessous de 2 ans, c'est du très court terme. Ok. Ce que tu peux faire aussi, c'est peut-être mettre, tu vois, est-ce que ça c'est intelligent ou pas, de se dire, tiens, pour les études des enfants plus tard, je mets 10 000 € maintenant, que je bloque sur 10 ans. C'est un point de départ. Mais si tu le fais sur 10 ans, tu mets 10 000 € au début, mais après, il faut le rajouter tous les mois. C'est ça qui fait la performance, en fait. C'est ça qui fait vraiment la performance. Si tu as 100 000 €, tu peux, toi, décider vraiment de te concentrer sur l'immobilier, parce que c'est ce qui est le plus important pour toi. Tu peux aussi décider, comme tu le dis, Guillaume, naturellement, de faire plusieurs poches. Ça, c'est très possible. Ok. Ce qui va être le plus difficile pour toi, sans doute, mais on va en parler, c'est de passer à l'acte. Oui. Par toi-même. C'est de cliquer, là. Ouais. Ça doit être... Normalement, ça va être difficile. Donc, est-ce que je peux te demander, qu'est-ce que tu ressens quand tu t'imagines en train d'investir ? Comment tu te ressens avec cet argent ? Tu as parlé de la peur tout à l'heure, c'est l'émotion principale des gens. Oui, c'est de la peur, de la crainte forcément, de se tromper, le fait d'être un peu seul face à un écran, pas vraiment savoir quelle est la bonne... J'imagine que s'il y avait une solution parfaite, tout le monde irait sur la même solution, mais il n'y en a pas, ouais. Parce que ça dépend de tes projets. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu es beaucoup plus forte que ce que tu peux imaginer, en fait. Parce que, aussi, tu es une femme. Et nous, on est la première entreprise qui le démontre, si tu veux, factuellement, avec des millions de gens partout en Europe. Il se trouve que les femmes, quand elles s'y intéressent un tout petit peu, je te parle pas de passer un master, je te parle de passer 2 heures, quoi. Tu vois, c'est pas. Ouais. Elles investissent vraiment mieux que les hommes. On l'a montré, nous, c'est 2 points de rendement de plus l'année dernière. Ok. 2% de rendement de plus, 2 points. En fait, c'est énorme. C'est-à-dire que tu prends la même somme. Les traders femmes sont meilleurs. Tu prends les investisseuses. J'ai pas dit les traders, j'ai dit les investisseurs. Quand tu prends 2 comptes avec 100 000 € au départ, que tu en mets un à 6%, l'autre à 8%, au bout de 20 ans, tu as 100 000 € de plus. Et ouais. Donc 2 points, on se dit, ouais, les 2 points de plus par an, c'est cool. C'est pas mal celle-là. Tu vois. Eh ben non, au bout de 20 ans, ça fait quand même 100 000 €, c'est-à-dire le montant que tu as investi, quoi. Donc c'est essentiel que tu commences par te faire confiance. Ok. C'est vraiment essentiel. Parce que tu vas prendre les bonnes décisions, en fait. Ouais. Parce que tu vas t'intéresser au truc, tu vas creuser. Tu as raison d'avoir peur de faire une connerie. C'est pas une peur qui doit te paralyser, c'est une peur qui doit t'encourager à bien regarder. Et ensuite, je le disais en intro avec Guillaume tout à l'heure, mais si un jour quelqu'un essaye de te vendre un truc et que t'as pas compris, c'est pas de ta faute. Ouais. Si t'as pas compris. C'est lui qui t'a mal expliqué ou elle qui t'a mal expliqué, premièrement. Deuxièmement, si tu comprends pas, le fais pas. Ouais, ok. Juste le fais pas. Le fais pas. Quoi que ce soit, si tu comprends pas, le fais pas. C'est le point de départ. Et ensuite, si quelqu'un un jour te dit qu'il va prendre ton argent et qu'il va faire mieux que le CAC 40 ou le S&P 500, bah tu sais qu'il y en a 94% qui sont des menteurs. Ouais. Donc, c'est pas des menteurs au sens ils font exprès, c'est juste qu'ils n'y arrivent pas. Mmh. Donc, une fois que tu as ça, eh ben, ce que je peux te proposer, si tu veux, c'est que ce premier pas qui consiste à devenir investisseur, en fait, tu le sais pas, mais tu l'as déjà fait. Si tu en es d'accord, évidemment, on va t'ouvrir un compte sur Trade Republic. D'accord. Et sur ce compte, il y aura déjà 1 000 € d'investis dans le portefeuille tout-terrain dont je t'ai parlé. Ok. Ouais, donc c'est super. Ouais. En venant là, tu es déjà investisseuse, en fait. Ok. Donc cette peur de le devenir, bah, en fait, tu l'es déjà. Ouais, ça donne des pistes aussi. C'est 1 000 € offerts, hein, c'est pas ponctionné. Bien sûr, quand évidemment. Déjà 1 000 € d'actions investies qui seront ponctionnées. Je précise que c'est pas un conseil en investissement, je précise que c'est aussi pour une vertu pédagogique ici. Le portefeuille tout-terrain de Redialo, je l'ai pris parce que c'est l'exemple qui est cité le plus souvent par les gens. C'est pas parce que j'y crois particulièrement ou que c'est une bonne idée de le faire tout de suite et de basculer toute son épargne sur ce portefeuille. Juste bien vos émotions. S'il y en a qui ont le fear of missing out, le FOMO, la peur de manquer une opportunité,
c'est pas ce que je suis en train de faire là. Donc si vous ressentez du FOMO en voyant ça, calmez-vous. Merci. Donc, toi, tu as ça comme point de départ. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'organiser 3 visios avec 3 conseillers en gestion de patrimoine différents qui sont des copains et qui vont pouvoir t'aider à préciser ton besoin. Parce qu'en fait, là, ce qu'on a vu, c'est dans quoi investir, mais il y a aussi comment investir, via quelle enveloppe. Si tu m'avais dit, moi, cet argent, il vient de mon père, je préfère l'investir, mais je ne veux pas y toucher, je ne veux pas l'utiliser, je veux l'investir, et je veux qu'un jour, il aille à mes enfants, parce que c'est un symbole. Là, je t'aurais dit assurance vie. Parce que sur la succession, les impôts sont beaucoup plus faibles. Tu m'aurais dit, moi, je veux me faire un complément pour ma retraite. Tu as 28 ans. Oui. Donc, tu as beaucoup de temps devant toi. Je travaille compte titre, PEA, ETF, bourse, parce que c'est là qu'il y a la valeur à long terme, tout simplement. C'est ce qui marche, à condition de ne pas payer trop de frais et de diversifier. Et ça, tu le sais déjà. Ouais. Et donc, comme tu es raisonnable, tu le feras, en fait. Le problème, c'est pas laisser tuer. Je t'imagine assez mal devant ton téléphone, en train de te dire « je vais faire x30 sur le Bitcoin demain ». Tu vois. Non, ouais. Je pense pas que ce soit... Ça n'a pas l'air d'être ton caractère, en tout cas. Donc, ça, c'est le plus simple. Maintenant, assurance vie, compte titre, PEA, obligation, livret, là, quelle structure, etc. pour faire de l'immobilier. Est-ce qu'il faudra un jour faire une SCI, tu vois, je sais pas. Ça, c'est des choses qui sont plus précises. Donc là, on va aller faire appel à un petit peu d'expertise. D'accord. Avec des amis hommes et femmes qui sont jeunes, qui sont formés, qui sont conseillers en gestion de patrimoine et qui ont des centaines de milliers de followers. Ok. Donc on va t'aider à y voir clair. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci Annabelle d'être venue. Merci. Jusqu'à nous, c'était un plaisir de t'avoir et c'est pas facile de ce qu'on disait à chaque fois de venir sur le plateau et tout. Donc non, mais c'est hyper intéressant, ça permet d'y voir plus clair. Quand on est seul, j'avais vu les vidéos avant de venir, hein, mais seul, c'est compliqué de se lancer, même à 2, hein, des fois, parce que forcément, c'est des projets à 2 aussi. C'est compliqué de se lancer, ouais. C'est pour ça qu'on fait l'émission, justement. C'est le premier pas qui est on disait, difficile. tiens, il faut un peu de... On parlait beaucoup de théorie, et en fait, on s'est dit, il faut de la pratique, il faut expliquer, il faut comprendre, il faut toucher, il faut voir, tu vois... Moi, j'appelle ça entraîner ses émotions à l'argent. Parce que c'est ça, en fait, à la fin. C'est s'habituer à gérer ses émotions avec l'argent pour prendre des bonnes décisions. Reste avec nous, on va se dire au revoir maintenant. Je vais rappeler qu'il y a ton livre qui est sorti, je le mets si vous voulez, en lien cliquable, si vous allez chercher, prenez votre argent en main. Voilà, Mathias Bacchino, qui est le directeur Europe de Trade Republic, qui est très bon. Il essaye. Non, mais ça, il t'explique très bien et c'est un plaisir à chaque fois parce qu'on a beaucoup de messages, vous êtes nombreux. Il y a des schémas, il y a des tableaux dans le livre. Si vous mettez 50 € par mois à 6%, si vous mettez 50 € par mois à 3% sur 10 ans, ça vous fera 7 000 de placés, etc. C'est très limpide en fait. Et en fait, plus c'est accessible, plus c'est efficace en réalité. Faire un truc élitiste, ça sert à rien. À rien. Personne comprend. C'est juste pompeux, c'est snob, et en fait, au final, voilà, ça n'aide personne. Donc ça, c'est l'inverse. C'est chez Michel Lafon, si vous allez chercher. Il est en cliquable sous la vidéo, YouTube, et il est aussi dans la description sur les podcasts audio, Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Merci Mathias d'être venu. Ce livre, je l'ai écrit aussi avec Marie, qui est éditrice chez Michel Lafon, qui n'y connaissait rien. Donc elle a compris tout ce que j'écrivais, et on l'a travaillé ensemble aussi pour que ce soit accessible à toutes et tous, vraiment, quoi. Si vous le prenez, dites-nous en commentaire ce que vous avez appris. Cette vidéo, ça qui est intéressant, c'est d'avoir un suivi. Nous, je sais que tu lis les messages, tu lis les commentaires, t'aimes bien voir ce que vous avez pensé de l'émission quand vous la regardez. C'est hyper important, même pour nous. Nous, on regarde tout le temps, à chaque fois, le soir, la nuit, je me dis, tiens, qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission? C'est important parce que parfois, vous nous dites, tiens, vous auriez peut-être pu parler de ça. L'émission d'après, on en parle, on aborde les sujets. Donc on écoute vraiment et on lit les messages. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous aide beaucoup, avec la petite cloche aussi pour être au courant de la prochaine sortie. On vous met une vidéo tous les mercredis, vendredis et dimanches. Voilà, merci à toute l'équipe d'avoir préparé et filmé l'émission. On vous embrasse et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur les gens. À bientôt tout le monde.